Mercredi 26 mai 2021, bonsoir amis sportifs et merci de nous rejoindre dans cette autre édition de la Nuit du Sport sur les antennes de Spectrum Télévision. Au menu ce soir du basketball avec notamment les quarts de finale de la toute première édition de la Basketball Africa League qui se joue actuellement à Kigali au Rwanda. Le premier quart de finale s'est disputé tout à l'heure et opposait les basketteurs égyptiens du Zamalek à leurs homologues camerounais de FAP. Mauvaise nouvelle. FAP est donc tombé face aux Égyptiens. Trop fort. Quel bilan justement peut-on faire de cette participation de l'équipe camerounaise dans cette Ligue africaine de basketball? La question est au menu de la pause actu en première partie de cette émission. Dans la seconde partie de ce magazine, deux thématiques majeures avec tout d'abord les éliminatoires de la Coupe du Cameroun de volleyball. La succession de Nyon Ekele en dames et de Cameroun Sport en messieurs est donc officiellement ouverte. Les tenants du titre dans leurs catégories respectives peuvent-ils se succéder à eux-mêmes? Que penser du retour de la compétition de plus en plus sur le terrain dans un contexte de crise sanitaire? Et juste après cette thématique, on va parler des préparatifs de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football qui démarre dès le mois de janvier prochain ici même au Cameroun. Vous le savez, la mission d'inspection de la Confédération africaine de football est dans nos murs. Cette mission poursuit donc sa visite. Ce mercredi, c'était ici même dans la ville de Douala, de Mankap, sur Limbe, dans la région du sud-ouest. Et cette mission de la CAF arrive aussi au moment où les observateurs se demandent de plus en plus sur le plan purement sportif si les Lions indomptables pourront relever le défi le moment venu. Voilà pour la thématique de tout à l'heure. Exceptionnellement ce soir, 5 invités en plateau. On va dire bonsoir à Raphaël Abouem, c'est un ancien handballeur professionnel. Et aujourd'hui, reconverti dans les affaires. Raphaël, bonsoir. Bonsoir Makeda, bonsoir à tous les téléspectateurs de STV. Oui, effectivement, je suis un ancien sportif, je suis issu du milieu sportif. Et après ma carrière, je me suis reconverti. Je ne suis pas dans le milieu des affaires, je suis directeur commercial Afrique du multinational. Je ne suis pas homme d'affaires, je suis salarié du multinational. Mais nous sommes dans le domaine des travaux maritimes et les gens ont parfois tendance à me confondre à un homme d'affaires. Non, je ne suis pas homme d'affaires, je suis salarié. Parce que quand les gens apprennent que Negra gagne un contrat de 10 milliards, on pense que les 10 milliards sont dans la poche de Raphaël. Non, je suis salarié. D'accord. Donc, voilà. Et on vous voit justement accompagner la Fédération camerounaise de volleyball depuis un bon moment déjà. Depuis 6 ans. Voilà. Depuis 6 ans. Nous sommes partenaires de la FECA Volley avec beaucoup de succès pour la fédération et beaucoup de visibilité pour la société négrie. Donc nous sommes très contents de ce partenariat et je pense qu'aujourd'hui, c'est un scoop que je vais annoncer sur votre plateau parce que je vous aime bien. Je vais sortir du cadre du partenariat Négri-FECA Volley. Vous savez, avant de se revendiquer camerounais, on vient de quelque part. Ouais. Moi, je suis franco-camerounais, je suis originaire du Mbam. Et vous savez, Bafia Volleyball est l'équipe du village. Donc, il m'a été demandé à plusieurs reprises de m'impliquer. Et je pense que j'ai estimé que le moment était arrivé pour que je prenne plus de responsabilités. Parce que je me suis rendu compte que je n'avais pas de vie sociale en dehors de mon travail. Vous savez, quand on est dans un pays différent toutes les semaines, on pense qu'on a beaucoup d'amis. En réalité, on est un homme très seul. On attend toujours le scoop. Donc, on a eu une réunion avec le conseil d'administration de Bafia Volleyball et ils ont bien voulu me confier la présidence de Bafia Volleyball Monsieur. Donc, à partir de la saison qui va commencer le championnat, je suis le nouveau président de Bafia Volleyball Volley. Félicitations, les félicitations s'imposent apparemment. Écoutez, il faut bien, à un moment donné, il faut bien s'engager. Si nous regardons comment nos frères de l'Ouest font, ils s'investissent pour les choses du village. Je crois qu'il faut que nous aussi on commence à faire. Il faut que nous aussi on commence à apprendre ce que les autres font en bien. Et je pense qu'il était important que j'accompagne mon frère Yakana Roger, qui était tout seul président des 2 sections, monsieur et dame. Ouais. Et je pense que comme il a pris les nouvelles responsabilités, parce que vous savez, il est devenu chef de village,
à Nitoukou. Financièrement, ça pèse. Donc, ils ont bien voulu me permettre de leur venir en aide et j'ai accepté volontiers cette responsabilité. D'accord. Merci bien pour cette nouvelle. On ne savait pas. Juste en face de vous, Charles Mongué-Mouyemé, qu'on retrouve avec beaucoup de plaisir. Vous êtes consultant en communication et en marketing. Bonsoir, Charles. Bonsoir, Lydie. Je salue tous ceux qui nous regardent en ce moment. Voilà. Également en plateau ce soir, Clément de la Place. Vous êtes partenaire avec Raphaël Abouem, c'est vrai, mais vous êtes aussi un ancien sportif. Exactement. Donc, merci de nous recevoir et bonsoir à tous. Donc, je travaille en tant que chargé d'affaires dans la société EGN Negri, malheureusement en tant que salarié, comme tout le monde. Et je suis également ancien joueur de basket, donc jusqu'au niveau national en jeune. Peut-être qu'on pourra en parler un peu plus après. Oui. Voilà, donc je vous remercie de me recevoir. Donc, merci d'être là ce soir, hein, surtout qu'on a la Basket Africa League, un sujet intéressant ce soir. Emmanuel Mabouan-Kessack, ancien lion indomptable, mondialiste 90-94. Aujourd'hui, il est à la tête de plusieurs associations de footballeurs, très actifs sur le terrain. Emmanuel Mabouan-Kessack, bonsoir. Bonsoir. Merci de m'avoir invité. Bonsoir au panel. Ça faisait très longtemps. Très longtemps, hein. 2 à 3 ans que je ne suis pas passé par STV. Donc c'est un plaisir pour moi d'être là ce soir. Et puis je félicite le nouveau président de Bafia Basketball. C'est mon village aussi. Hein. Je sais qu'il travaille beaucoup dans l'ombre. Mais nous avons besoin beaucoup plus de lui dans le foot, avec ses analyses pertinentes. Voilà, j'espère qu'on va se régaler ce soir avec M. Mouyemé sur le plateau. Je suis très content d'être là ce soir. D'accord. Juste à côté de vous, un ancien lion indomptable aussi, Constantin Etot, qu'on n'a pas reçu depuis fort longtemps. Bonsoir, Constantin. Bonsoir Makeda, effectivement, j'étais plus à Paris, donc c'est pour ça que tu ne pouvais pas me voir. Donc je suis très heureux de nouveau d'être avec toi et d'être avec les panélistes ce soir à STV. Merci d'être là, messieurs. Donc, sans transition, on va entrer dans la toute première partie de cette émission consacrée à la pause actu. Et c'est avec l'actualité de la Basketball Africa League que nous ouvrons donc cette première partie de l'émission. Je le disais tantôt, c'était les quarts de finale ce mercredi du côté de l'Arena Kigali 7 au Rwanda. Et pour démarrer cette étape, Zamalek affrontait les Camerounais de FAP et au score final, Zamalek s'est imposé 82 paniers contre 53 seulement pour l'équipe camerounaise. Déjà peut-être une petite réaction, première réaction aussi, Raphaël, par rapport à ce quart de finale-là. Ce que je pourrais dire, c'est de féliciter les organisateurs de ce tournoi. Parce qu'on se rend compte que du côté du basket, tous les Africains qui ont émergé dans le domaine en NBA ont appris. Et non seulement ils ont appris, ils ont décidé d'importer tout le savoir-faire, que ce soit sur le plan sportif ou organisationnel, qu'ils ont appris en NBA. Et aujourd'hui, on a un championnat d'Afrique de très haut niveau parce que leur entre-gens leur a permis, à un moment donné, avec la Confédération africaine de basketball, de mettre un règlement qui permet à tous les clubs qui ont les moyens de recruter même des joueurs de NBA s'ils le peuvent, afin de venir renforcer leur équipe pour qu'on puisse avoir un tournoi relevé. Et on a eu droit à un tournoi très relevé. Je pense que c'est le premier enseignement qu'on peut tirer de ça. Le deuxième enseignement, c'est que FAP s'est battu avec les moyens qu'il avait. Il est tombé pour plus fort que lui. Ils n'ont pas démérité. Mais je pense que la réflexion qu'on se faisait au Hilton ce matin avec certains amis, c'était de dire, avec les Camerounais qui sont les meilleurs joueurs de NBA aujourd'hui, avec les contrats qui vont avec, je crois que pour l'édition suivante, ils pourront s'impliquer pour aider les clubs camerounais à faire les meilleurs choix possibles pour leur éventuel renfort. Parce que nous avons vu que les clubs comme Zamalek, le club comme celui du Sénégal, ils ont pris vraiment des joueurs de très très haut niveau pour les accompagner afin qu'ils puissent aller plus loin. Donc aujourd'hui, l'Afro-Basket va devenir une affaire de gros moyens et c'est les équipes qui vont pouvoir avoir des gros moyens, recruter les meilleurs joueurs pour les renforcer, qui vont toujours finir soit
dans le carré d'as, soit en tant que deux finalistes. Aujourd'hui, ça va être une question uniquement d'organisation et de moyens. Parce qu'avec les moyens, on peut s'offrir les meilleurs joueurs qu'on recherche. D'accord. Alors Charles, on a quand même vu le parcours de l'équipe de FAP dans cette première édition de la Basketball Africa League. On se rappelle que le 18 mai dernier, c'est l'association sportive de Salé qui s'imposait face à FAP, 87 contre 84. Le 20 mai, FAP est également tombé devant Club Atlético Pedro de Luanda, 64 contre 66. Et le 23 mai, AS Police est tombé cette fois contre FAP, 65 contre 87. Et on se rappelle aussi que ça a permis quand même à l'équipe camerounaise de se qualifier en étant meilleur troisième. À l'issue de ce quart de finale aujourd'hui, FAP qui était face au deuxième quand même, Zamalek qui a terminé deuxième au classement général à l'issue de la phase de poule. FAP était septième. On va dire quoi? Élimination logique de FAP, même si on a quand même vu en début de match, il y avait quand même des signes d'espoir de la part de l'équipe camerounaise, puisque FAP a quand même remporté le premier, s'est imposé lors du premier quart-temps, voilà, 16 à 12. C'est vrai que quand on prend les scores du premier tour, notamment les deux premiers matchs, ils étaient assez étriqués. Oui. Mais il faut faire attention, c'est que les équipes expérimentées, quand elles viennent à un tournoi, elles préparent le tournoi sur la longueur. Donc il ne faut pas laisser toutes ses forces sur les premiers matchs, on gère. Et donc quand une équipe n'est pas très outillée, comme FAP, mais pas parce que les Camerounais n'ont pas de talent, c'est les occasions de jouer. Moi je le dis souvent dans toutes les disciplines au Cameroun. Oui, on n'a pas les occasions de jouer, on s'entraîne combien de fois par semaine, combien de fois par jour, combien de matchs on fait par rapport à des adversaires. Allez regarder ce qu'ils ont comme nombre d'heures d'entraînement. C'est pas sorcier, vous ne pouvez pas, ça va être difficile. Contre les Zamalek aujourd'hui, la marche est trop haute, vous ne pouvez pas jouer contre. Parce que c'est des gens qui font des matchs professionnels, qui font des matchs tout le temps, et vous vous entraînez 2 ou 3 fois par semaine, et puis au week-end, on vous dit le match est reporté, et puis vous ne jouez pas, c'est pas évident. Donc, quand on va à ce genre de tournoi, c'est pour gagner en expérience en réalité. Donc je pense que le premier tour a été relativement honnête, je peux le dire. C'est-à-dire que le score est écrit plus une victoire et on passe au deuxième. Mais à partir du deuxième, évidemment, les ogres, les grandes équipes, elles carburent parce qu'elles savent qu'elles sont à 2 matchs de la finale. Et puis bon, là maintenant, on rigole plus. Et comme je vous le disais off tout à l'heure, les sports de main, quand je vous domine, je vous domine vraiment. C'est-à-dire que c'est difficile de résister. Donc je pense que ça doit nous donner, à chaque fois, ça doit nous interpeller sur les entraînements. Aujourd'hui, dans combien de lycées on joue au basket tous les jours? Il y en a très peu. Nous, quand nous étions jeunes, je vous assure qu'il y avait quand même du basket. Les gars jouaient un peu plus, hein? C'est-à-dire que tous les midis à la pause, entre midi et 14, les gars sont au basket. Aujourd'hui, vous arrivez, vous trouvez l'établissement, même public, il n'y a même pas un anneau de basket. Alors, comment vous voulez que les gens jouent? Quand on parle de NBA, là, nous, on regarde les matchs, mais vous savez combien d'heures d'entraînement il y a derrière? C'est épouvantable pour un sportif d'avoir autant d'heures d'entraînement. Il faut récupérer, il faut un certain nombre de choses. Non, il faut qu'on se mette à la page si on veut grandir. Parce que la compétition qui démarre là, elle va mettre la barre encore un peu plus haut. Et à ce moment-là, est-ce que nous, à l'intérieur, nous serons préparés par rapport à cela? Je crois que les responsables de la fédération de basket, ils sont interpellés là, ils doivent mettre la pression aux gens qui font les gymnases là. Parce que je ne les ai jamais vus lors des visites, on en parlera tout à l'heure. Je n'ai jamais vu la fédération de basket lors des visites des stades, alors qu'il y a des terrains de basket prévus. Il faut entrer dans les écoles, parce que c'est là où se pratique le basket. C'est à l'école. S'il n'y a pas le basket à l'école, il n'y a pas le basket. Ça va être difficile. Il n'y a pas d'anneaux. Il y avait à un moment donné quelques anneaux de playground dans les quartiers, à Douala par exemple, ici. Mais ça aussi, ça a disparu. Dès qu'ils sont les ferrailleurs, là, les gars qui cherchent la ferraille, ils arrachent, ils vont vendre la ferraille. C'est très compliqué. Vous voyez que, sincèrement, nous participons à ce stade-là même. Parce qu'on a des sportifs extraordinaires. C'est des gars qui vont d'exploit en exploit pour participer à ce genre de tournoi. Mais logiquement,
nous ne devrions même pas y être. C'est quand même un peu... non, sincèrement. C'est quand même un peu fort, ça, Charles. Vous êtes d'accord, oui, Emmanuel la marche était très haute. Et puis, comme il disait, Raphaël l'a dit tout à l'heure, hein, le sport, déjà, ça se pratique dans les lycées. Il faut savoir que, comme disait M. Mouyemé, il manque de compétition. Il n'y a pas de programmation. Il n'y a rien. Ça ressemble un peu étrangement au football. C'est-à-dire qu'on vous dit que vous avez championnat mardi. C'est mardi qu'on vous dit. Un championnat, on le programme la première journée jusqu'à la fin du championnat. Je le vois en football. On vous dit, vous jouez dimanche, vous jouez mercredi, vous ne jouez pas cette semaine. Il manque de compétition dans les jambes. Ça s'est vu tout à l'heure. 29 points d'écart. Ouais. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Ouais. Il faut faire vite. Comme il disait tout à l'heure, le basket se joue à l'école. Mais dans plusieurs établissements, en plus, les enfants ont détruit tout. Il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de stade, il n'y a pas d'entraînement. Il faut, comme au football, des tournois même à l'intérieur du pays. C'est comme si on découvrait le basket aujourd'hui. Depuis des années, puis il y a plus de 30 ans, comme il disait, le basket se portait bien. Il y avait, dans tous les stades, il y avait des terrains de volley, de basket, de handball, mais tout a disparu. Donc, si on ne fait pas vite, on n'aura que des yeux pour pleurer. Alors, Clément, ça tombe bien, hein, vous êtes un ancien basketteur. J'imagine que vous avez quand même eu le temps de regarder un peu cette ligue de basket. Exactement. Voilà, c'est quand même une grande première que cette compétition se joue sur le continent. Alors, quelle lecture est-ce que vous avez par rapport à la Basketball Africa League? Alors, comment on dit ? Alors, il faut savoir que c'est une initiative qui est conjointe à la NBA et à la FIBA, qui est l'organisme mondial qui est l'équivalent de la FIFA au foot. Et que cette compétition en Afrique, elle manquait donc pour tout le territoire. On sait que l'Afrique est un vivier de talent au niveau du basket incroyable, peut-être même le meilleur. Et donc, il nous manquait une compétition qui était capable de mettre en lumière tous ces joueurs-là. On connaît Pascal Siakam, on connaît Joel Embiid. Il y a des camps qui sont organisés chaque année par la NBA en Afrique. Il y a beaucoup de ces joueurs-là qui aujourd'hui jouent en NBA, jouent en Europe, etc., qui viennent de ces camps. Et ce qui manquait vraiment, c'était une compétition africaine qui puisse mettre en lumière tous ces talents et permettre aussi, comme le disait Raphaël, parce que mine de rien, le niveau, ça dépend aussi des moyens, permettre un peu de professionnaliser le basket en Afrique et à des joueurs camerounais de se mettre en lumière, d'augmenter les dotations pour les clubs éventuellement et permettre à tout le monde donc d'évoluer dans de meilleures conditions pour atteindre le meilleur niveau possible. Donc je pense que c'est une excellente initiative. Et pour revenir rapidement sur le match Fab-Zamalek, j'ai vu quelques matchs et sincèrement, l'US Monastir et Zamalek sont pour moi les deux équipes qui sont au niveau. Et Fab proposait un beau jeu, mais à ce niveau-là, on arrive au basket professionnel, et c'est malheureux de le dire, contre le basket amateur pratiquement. Donc c'est à ce niveau-là qu'on peut... ce que je veux dire, c'est que on va avoir le Zamalek en Égypte, c'est un championnat professionnel où ils vont jouer tous les week-ends. Là, on sait que les équipes camerounaises, malheureusement, par des soucis d'organisation, ce qu'on disait tout à l'heure, un manque de moyens, un maillage au niveau des ligues qui est moins important que dans certains pays. Et donc, on arrive à avoir des difficultés sur le fait de pouvoir jouer chaque semaine, s'entraîner comme il faut, etc., etc. Donc, malheureusement, dans ce genre de compétition, le niveau est très élevé. Ça se paye cash. Ça se paye cash. Alors, vous êtes d'accord aussi, Constantin, quand Clément estime que on a eu affaire à un basketteur professionnel face aux amateurs. Voilà, aux amateurs. Bon, en fait, moi en plus, j'ai eu la chance, mon oncle était, M. Mbok-Nyobe était président de la fédération de basket. Donc je m'impliquais, je connaissais un peu, mais c'est un peu comme le foot, malheureusement, c'est manque de coordination, manque de préparation. Donc, à un moment donné, on ne peut pas faire de miracle, quoi. Donc, on espère que, aussi peut-être sous l'impulsion de l'État, peut-être mieux organiser le secteur du basket, comme ils sont en train de faire au niveau du foot, par rapport au terrain qu'on a maintenant grâce à l'État. Bon, peut-être que aussi l'État va aussi s'impliquer aussi un peu dans le basket pour pouvoir aider ce milieu-là et pouvoir professionnaliser et surtout aussi avoir des bienfaiteurs qui vont pouvoir aussi
aider le basket camerounais, quoi. Donc on espère. Alors, Charles, quels pourraient être justement les challenges? On sait qu'il y a des compétitions internationales de basketball. Maintenant, avec l'arrivée de la Basketball Africa League, ça c'est autre chose. Ouais. C'est-à-dire au niveau des pays, un pays comme le nôtre, il faudra véritablement batailler pour se retrouver parmi les participants, désormais. Il faut commencer à jouer beaucoup plus jeune, d'abord. C'est-à-dire que dès le primaire, aujourd'hui, il faut commencer à détecter les bons sportifs. C'est pour ça que je vous dis que j'ai un petit peu, on peut me trouver nostalgique, mais nous avions à cette époque-là des professeurs d'EPS qui vous faisaient un cours d'EPS sur le rugby, vous n'avez jamais joué au rugby, et qui détectaient que tel a des aptitudes. Et ils lui disaient, viens aux entraînements. On va maintenant te former, on va t'apprendre. Aujourd'hui, vous voyez des élèves en train de courir sur la chaussée. Ça vous dit que le prof de sport n'a pas d'espace. Où est-ce qu'il va leur faire jouer au rugby, au basket, au hand, etc. Ça va être difficile. Donc la détection se fait assez tard. C'est-à-dire que parfois c'est des phénomènes de mode. J'ai mon ami qui joue au basket, il m'a entraîné, j'ai commencé à jouer aussi, mais j'ai déjà 18 ans. Parfois, j'ai 20 ans quand je démarre. C'est difficile sur le plan physique déjà, et puis sur le plan des bases, des prérequis du basket. C'est compliqué un petit peu. Il faut commencer très tôt. Et donc, quand vous dites sur quoi il faut jouer, il faut mettre le basket près des jeunes. Tout près. Parce que le basket, en réalité, vous faites une moitié de terrain. Même pas, même quand vous mettez un anneau, les gars vont y jouer tous les soirs au quartier. Mais est-ce que vous savez qu'on a plein d'internationaux, d'anciens internationaux de basket qui sont à des postes de responsabilité, qui n'ont pas parfois mis un seul anneau, même dans leur environnement immédiat? C'est pas normal. Ils devraient ne serait-ce que rendre ça à leur discipline. Il y en a qui ont été de très très bons basketteurs que je connais. Donc je dis, regardez le gymnase du lycée Josse. Pourquoi vous pensez que des gens ne peuvent pas mettre un plancher normal au lycée Josse avec des anneaux? C'est un gymnase qui a formé beaucoup d'internationaux de basket au Cameroun, que vous connaissez. Les Kankodo, il parlait tout à l'heure de tout le Camer basket, Cosma Afrique et tout. À une certaine époque, quand même, il y avait, on sortait pour aller regarder le basket. On sortait, on les connaissait, les Ngoulou, qui était notre Magic Johnson. C'est-à-dire que quand Ngoulou jouait, le gymnase était plein. Parce qu'il manipulait le ballon dans tous les sens. Il faut remettre ça. Il faut remettre ça. Et il faut impliquer les anciens basketteurs. J'ai l'impression qu'ils regardent ça un peu de loin. Il faut les impliquer, y compris dans les écoles. Mais quand on ne les retrouve pas dans la tête de l'exécutif, généralement, c'est à peu près comme dans le football. C'est pas qu'on dit le basket aux basketteurs, mais généralement, toutes ces têtes d'affiche, ils sont écartés du basket. Ou oui, mais moi, dans leur fédération respective. Emmanuel, moi, mon problème, c'est qu'il n'y a pas assez de postes dans une fédération. Très honnêtement, je pense que pour développer une discipline, les administratifs de la fédération, vraiment, ils vont faire leur travail. Mais le travail, c'est le terrain. C'est le terrain. Et quand on ne les associe pas, parfois, mais parfois, ils s'impliquent. Vous n'avez pas besoin de la fédération quand vous êtes un établissement scolaire pour faire jouer vos élèves. Et à la FENASCO, vous préparez vos élèves pour la FENASCO. Et là, les profs de sport, ils détectent. Je dis, le problème, c'est le manque d'espace. Parce qu'aujourd'hui, les lycées, c'est 5 000, 6 000 élèves. Ça veut dire que là où il y avait un terrain de foot, on construit des salles de classe. Le gymnase, on le réduit parce qu'il faut mettre un bureau, une salle de classe. Et après, on se retrouve avec 5 000 enfants sans aucune infrastructure de sport. Je vous le dis souvent ici, il y a des enfants qui ont 11 ans, qui n'ont jamais couru 300 mètres d'un point à l'autre, depuis qu'ils sont nés. C'est grave ça. Mais oui, allez les voir dans la cour de récréation, ils n'ont pas 1 mètre carré. Ils sont comme des sardines, parce que c'est parfois une maison d'habitation qu'on a transformée en école primaire. Et donc je dis l'infrastructure de proximité. Je dis les trucs qu'on fait au Limbe Japoma. C'est bien, mais ça va être pour l'élite. Moi, je parle des jeunes là, le gars du quartier qui peut sortir avec son ballon de basket le soir. On lui met une petite ampoule
Ils vont faire leur plus grand. C'est à peu près comme en France, Raphaël, sur ton contrôle, on a fait des stades de proximité. Voilà. De basket, on peut trouver des bêtises. Vraiment, si on fait ça. Basket, stade de proximité. De mon point de vue, si on le fait. Et l'autre chose, c'est que peut-être que les fédérations n'accordent pas assez d'importance à la communication. Ouais. Il y a plein de gens aujourd'hui qui sont attirés par Embiid, qui sont attirés par Siakam, mais qui regardent le basket sans en connaître le règlement. On peut pas être très passionné quand on ne connaît pas le règlement. Parce qu'à un moment donné, on dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il ne joue plus? Ah oui, non, il a déjà le nombre de fautes. Ah bon? Il y a un nombre de fautes. Après, on vous sort et tout. Il faut faire des micro-programmes. Je le dis souvent, sur les chaînes de télé, partout, 5 minutes, 6 minutes, pour montrer comment on joue au basket. C'est quoi le basket? Ça va commencer à intéresser. Nous ne le faisons pas assez. On le fait passer. Les gens découvrent les compétitions, boum, à la télé, handball. Ok, d'accord, ça se joue comment? Le volley, pas. On dit oui. Mais basket arrive, on dit premier, parce qu'on est habitué à se qualifier comme là. Se qualifier. Donc moi, je crois que c'est à mon point l'arbre qui cache la forêt. Il y a un club camerounais qui participe à la balle. Voilà, tout le monde suit. Tout le monde suit. Mais après, si vous demandez le règlement, et comme dans cette discipline, les basketteurs, ça change souvent. Le volley, c'est pareil. Celui qui a regardé le volley il y a 20 ans, quand il vient aujourd'hui, c'est plus le même volley. Même le foot est en train de changer. Même le foot change. Quand on regarde le Tour cycliste du Cameroun, combien de gens savent que c'est un sport d'équipe? On se dit, je monte sur le vélo, je démarre, je dépasse tout le monde et je gagne le Tour. Et pourtant, c'est un sport d'équipe. Mais quand vous le regardez, comment vous comprenez le jeu d'équipe? Il faut que quelqu'un vous l'explique bien. Mais qu'on utilise les médias, que les fédérations votent un budget pour les médias et qu'on fasse des micro-programmes et tout. Vous allez voir, ça va, la mayonnaise va commencer à prendre parce qu'il faut vulgariser. C'est d'ailleurs le rôle premier des fédérations. Voilà. C'est vrai que Raphaël voulait peut-être ajouter quelque chose. Le temps pour moi de poser une petite question à Clément. Charles, qui regrette le fait que les anciens basketteurs ne soient pas forcément impliqués ici au Cameroun dans le développement de cette discipline. Comment ça se passe en France? Bon, en France, on a peut-être une formation déjà donc, pendant notre parcours scolaire sur différentes disciplines. On joue évidemment, comme partout dans le monde, on joue au foot. Après, les programmes sont faits de telle sorte qu'on essaie de nous initier à plusieurs sports. Donc, par exemple, moi, dans ma scolarité, j'ai eu l'occasion de pratiquer le basketball peut-être dans 3 ou 4 années dans l'école. Et après, tous ces gens-là, nos Tony Parker, nos Nicolas Batum, en général, ce qu'ils essaient de faire, c'est de s'investir après en France. Bon, déjà par le biais de la télé, il y a beaucoup de publicité dans laquelle ils sont. La fédération communique sur les antennes nationales également, avec des petits spots, pas forcément pour expliquer les règles, mais davantage pour promouvoir les compétitions, etc. Et puis même après, au niveau un peu plus local, je dirais, Tony Parker est par exemple le président de l'Asvel Basketball, qui est l'équipe de Villeurbanne. Et donc ces gens-là s'impliquent aussi sur le terrain en France et s'assurent que la formation qu'ils ont pu recevoir puisse être transmise à d'autres générations via la création de centres de formation, via, voilà, on essaie d'initier un maximum les jeunes Français au sport. Et bon, ces gens-là ont à cœur de s'investir dans leur discipline particulièrement. Moi, je voulais ajouter quelque chose. C'est juste pour ajouter que en France ou partout dans le monde, quand vous êtes en train de finir votre compétition, on vous facilite les formations. Il y a des formations, je pense de ton contrôle, on facilite à l'ancien basketteur ou à l'ancien footballeur de commencer à passer ses diplômes quand il reste encore 2 ans, 3 ans. Mais ici, on arrête comme ça. Il n'y a pas, je peux même parler de propagande pour commencer à dire à l'ancien qui est en train de partir, passe tes diplômes, on les facilite. C'est pour ça qu'il disait, le basketball a régné ici parce qu'on avait des professeurs d'éducation physique. Ça, il faut reconnaître leur travail. Moi, j'ai fait à l'école le basket, le volley, le handball, le tennis. J'ai fait tous ces sports-là. Et puis, finalement, c'est le football qui m'a souri. Je suis allé au football. Et c'est beaucoup d'autres Camerounais comme ça. Donc, à la fin de la carrière, même pas, il ne faut pas attendre la fin de carrière pour se former comme ils le font en France. On trouve des basketteurs à la tête des équipes. On trouve des basketteurs dans des clubs comme entraîneurs, ce qui n'est pas encore le cas ici chez nous. Peut-être tout terminer sur la question, Raphaël. Oui, je vais revenir un peu sur les propos de M. Mouyeme qui disait que certaines personnes le prennent pour un nostalgique. Non, je pense que
à mon humble avis, c'est le meilleur exemple. Oui. Vous savez, quand nous disons qu'on est issu du milieu sportif, on ne nous a pas recrutés dans la rue. Moi, j'ai, comme Emmanuel Mabouankesak, dès l'école primaire, c'est au cours élémentaire 2 que mon maître d'éducation, parce qu'il y avait les professeurs de sport et les maîtres de sport, m'a expliqué que j'étais peut-être bon footballeur, bon volleyeur, mais il pense que je serais un meilleur sportif en jouant au handball. Et c'est comme ça que j'ai commencé à jouer au handball. Au cours moyen 1, je jouais déjà avec l'équipe du lycée. Et beaucoup de gens sont souvent surpris de ma précocité, mais c'est parti de là. Parce que je n'étais même pas au collège, je jouais déjà au collège. J'entrais en 6e, je jouais déjà en première division. À l'époque où le championnat, il n'y avait pas le championnat junior, mais le championnat de handball voulait que tous les clubs de première division aient 2 juniors. Donc j'étais en 6e, je jouais en première division, je passais à la télé. Alors, pour dire que il faut qu'on revienne à ce système-là, où on donne des responsabilités aux maîtres d'éducation physique de faire de la détection, aux professeurs d'éducation physique de faire le suivi. Parce que on ne peut ne pas le dire. Quand vous regardez des joueurs comme les Mabouankesak, les François Mambik, les Kanabik, ce n'étaient pas les gars qui sortaient de Yaoundé. C'est des gars qui venaient de l'intérieur du pays, qui ont été détectés par leurs professeurs de sport à l'école. Mais aujourd'hui, toute cette chaîne-là a disparu. On a l'impression que les joueurs, on le trouve par hasard. Le petit joueur Embiid dont tout le monde parle, son père était handballeur, son père était même capitaine de l'équipe nationale de handball, le colonel Embiid. Mais le petit avait commencé à jouer au handball et c'est quelqu'un qui l'a vu lors où il s'amusait, comme vous disiez tout à l'heure, dans tous les quartiers, il y avait les terrains de basket, handball, volley. Et quelqu'un l'a vu, lui a dit, mais toi, tu as beaucoup plus d'aptitude à jouer au basket qu'au handball. Et c'est comme ça qu'il est le joueur qu'il est devenu aujourd'hui. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, je disais qu'il faut que les Camerounais, y compris moi-même, il faut qu'on apprenne à aimer notre pays. Aimer son pays veut dire quoi? Essayer de le servir sans rien attendre en retour. Effectivement, M. Mouyemeka, il dit, vous avez des anciens basketteurs, des anciens footballeurs, des anciens handballeurs, qui ont des postes de responsabilité dans les ministères, et aujourd'hui, qui ont tourné le dos au milieu, qui leur a même permis d'être là où ils sont. Mais c'est dû à quoi? Habituellement, quand vous discutez, les gens vont vous dire, bon, la fédération ne nous a pas impliqués. Effectivement, il y a aussi un peu mal les fédérations parce que on ne peut pas comprendre pourquoi les présidents de fédération ne se mettent pas en tête qu'ils ne peuvent pas développer le sport dont ils président la fédération sans associer ceux qui ont vécu et qui ont même un entregent qui peuvent même permettre de mettre en place une organisation permettant aux jeunes d'en profiter. Moi, je prends un exemple. Ça fait 7 ans que nous sommes sponsors de la FECA Volley. Le président de la Fédération camerounaise de handball, on se croise dans les hôtels, mais il n'a jamais fait la démarche administrative pour que Negri soit sponsor de la FECA. Pourtant, la logique voudrait qu'en tant qu'ancien handballeur, la fédération que nous sponsorisons au Cameroun soit la FECA. Mais je vais vous dire pourquoi. Moi, de mon côté, je ne fais même pas la démarche. Parce que quand je vois comment le handball aujourd'hui est mort, M. Mouyemé, je crois que vous vous souvenez, la belle époque où quand moi j'ai été joueur de Simencam de Douala, à l'époque, quand Simencam jouait contre FAP à Douala, Tungodi, tu ne pouvais même plus passer, la route était barrée parce que le stade de Ngodi était plein. Aujourd'hui, il n'y a même plus le handball à Douala. Pourtant, vous avez une fédération, vous avez un président de la fédération, vous vous demandez à quoi il sert. Maintenant, à côté, on est attiré par une fédération, la FECA Volley, où les gens essayent de faire les choses proprement. On s'est dit, ok, à défaut de servir la fédération dont on est issu de façon naturelle, on va donner un coup de main aux gens qui essayent, parce que, in fine, c'est les Camerounais qui jouent au volley. Si on peut permettre, avec nos moyens et nos relations, aux jeunes Camerounais qui excellent dans le volley, on va donner un coup de main là-bas, en attendant que ceux qui sont au handball ou au football, parce que c'est la même gangrène. Moi, j'ai toujours dit, nous n'allons pas au football parce qu'on ne va pas associer l'image d'une entreprise comme la nôtre à une fédération où il y a toujours des problèmes. Vous voyez? Et c'est pour ça que nous sommes au volley. Et je dis simplement que moi, j'ai pris sur moi de dire, je vais m'impliquer plus. Parce qu'effectivement, comme vous disiez tout à l'heure, avec un peu de recul,
Quand vous regardez les enfants qui jouent au handball ou au volley, ils n'ont pas besoin de beaucoup de moyens. Nous avons les moyens qui peuvent nous permettre à ces enfants d'être heureux. Alors, à un moment donné, on se dit, on ne peut plus être passif, on va être actif. Et c'est pour ça que moi, à titre personnel, quand on m'a sollicité pour venir en aide au président Yakana, mon très cher frère, pour prendre Bafia Volé, homme monsieur, j'ai dit oui, parce qu'en réalité, quand je regarde ce que ça va me coûter, parfois ce n'est même pas le prix d'une chemise le mois. Vous voyez? Et par contre, vous allez voir des enfants, quand vous venez vous leur donner à chacun 10 000 francs après l'entraînement, vous voyez le bonheur qui se dégage sur le visage de ces enfants. Et moi, ça me rappelle quand j'étais gamin. À Simen Camp de Douala, nous avions 1000 francs de prime. Mais je vous dis, nous étions heureux d'avoir les 1000 francs. Et quand vous arrivez aujourd'hui, vous dites, je vais aussi m'investir. D'abord, c'est enrichissant pour soi-même. Parce qu'on est toujours très heureux d'être utile à l'autre. Et c'est ça la vraie grandeur, quand on a la capacité d'être utile à l'autre sans rien attendre en retour. Et moi, j'exhorte les Camerounais, que ce soit même ceux de la diaspora, à venir parce que le Cameroun est un pays exceptionnel en termes de talent. Quand on regarde Mbit, les gens ont du mal à imaginer d'où vient ce gars. Si on dit ce gars jouait sur du goudron à Yaoundé, et il est aujourd'hui le meilleur joueur de NBA, les gens sont surpris. Avec M. Clément de la Place, quand je discute avec lui, je lui dis, il y a une grosse escroquerie en France quand on dit Georges Weah a été formé à l'AS Monaco. C'est faux. Georges Weah, il n'en revient pas, mais c'est la vérité. Georges Weah a joué au Cameroun. Vous voyez tous ces gars qui ont émergé sur le plan international. Dans quelles conditions ils ont vécu? Dans quelles conditions ils ont évolué? Dans le bricolage. Mais je pense que nous qui sommes allés en Europe, qui avons étudié là-bas, qui travaillons pour des grosses boîtes, revenons, soutenons nos petits frères parce que si nous avons 5 joueurs Mbit, en termes même de revenus pour le pays, c'est important parce que c'est des gars qui sont capables, avec les contrats qu'ils ont, de venir monter des usines au Cameroun et donner du travail aux Camerounais. Donc, je pense que nous devons nous mettre tous au service de notre pays et au service de notre jeunesse. C'est plus gratifiant que d'attendre un poste ministériel ou un poste fédéral. On vous a compris, Raphaël Abouem. On va donc poursuivre cette émission. Évidemment, la Basket Africa League se poursuit. On aura l'occasion de revenir pour un bilan un peu plus général de cette compétition africaine. Une note en athlétisme pour signaler que la ville de Douala a abrité le week-end dernier le Grand Prix international de la Confédération africaine d'athlétisme CAA. De nombreux athlètes venus de plusieurs pays africains et de France ont participé à cette compétition. Quelques résultats au passage. Il y a Emmanuel Essémé, vainqueur en 10 secondes 32 lors de la course du 100 mètres messieurs. Il y a aussi eu, entre autres, Linda Angounou, vainqueur en 54 secondes 15 lors des 400 mètres dames. Si on peut avoir quand même quelques images de cette compétition-là, Erin Gando. À noter aussi que Godwin Edmond Ounton du Bénin a été le tout premier athlète à franchir la ligne d'arrivée de l'épreuve du 400 mètres messieurs avec un chrono de 47,99. Alex Gouari du Congo qui a remporté l'épreuve du 800 mètres messieurs. Ça, c'était entre autres quelques résultats. Peut-être Emmanuel a signalé qu'on peut le voir. Là, nous étions sur les pistes du stade omnisport de Japoma. C'est très beau ce stade. Je pense que les infrastructures sont au niveau. On a eu à l'époque les Bitanga, les grands athlètes. Je pense que c'est une très bonne chose de voir les Kiki Bandengue. Voilà. Donc moi, je suis très content de voir ces belles images à STV. Donc ça me donne envie de repartir regarder c'est vrai que Charles, vous disiez tantôt que vous ne sentez pas la présence des autres fédérations dans ce qu'on observe actuellement dans les infrastructures sportives. Là, on a quand même une compétition d'athlétisme. Oui, ça c'est la compétition. Maintenant, quand est-ce qu'ils s'entraînent et où? Je ne sais pas si on leur ouvre le stade pour les entraînements. Ce n'est pas évident. Ça fait que et vous remarquez que nos fédérations ont parfois, je ne sais pas si je peux appeler ça de la réserve ou de la honte, de présenter les performances sur le plan technique. Oui. Parce que
cette discipline-ci, c'est la performance. C'est-à-dire, on dit, ce type, il a fait 100 mètres en tel nombre de temps, le vent était de ceci. Chez nous, on dit premier tel, médaille d'or, deuxième tel. C'est pas ça. Et le gars, il se satisfait d'avoir été premier, alors qu'il y a des années-lumière du record, même africain. On doit être très précis. Oui. C'est des domaines où les chronomètres, c'est des domaines extrêmement précis aujourd'hui, où l'électronique est entrée, et les NTIC, il faut qu'on se mette au niveau. Parce qu'on a eu des champions d'Afrique. Cécile Ngambi était championne d'Afrique de saut en hauteur. Mais monsieur Mouyo, mais je ne vous coupe pas. Vous savez bien que la plupart des fédérations, je vais répondre à votre question, et c'est quand on dit que la finale de la Coupe du Cameroun va se jouer, à 3 semaines ou 2 semaines, on organise un tournoi pour que le chef de l'État puisse donner la coupe. Il faut dire la vérité, c'est ce qui se passe. On triche avec nous-mêmes. On triche avec nous-mêmes. C'est pour ça que quand on arrive au niveau mondial, international, on peut arriver au niveau africain parce qu'on a des embêtements. Il y a des fédérations qui organisent leur championnat à 1 semaine de la finale du Cameroun parce qu'on sait qu'il faut quand même... éliminatoire. On fait tout le même jour. Là je vous donne un exemple. Il faut dire, c'est là qu'il faut pointer du doigt. Cette semaine-ci, il y a eu les sports des examens, bac et probatoire. Oui. Allez voir où est-ce que les enfants courent. Nous avons fait notre sport de probatoire au stade de la réunification. Allez voir, c'est-à-dire le prof de sport, la piste de course commence sur le goudron et se termine sur le sable. Oui. Voilà un 100 mètres. Oui, ça c'est vrai. Vous faites 40 mètres sur du béton. C'est vrai. Sport du bac. Et vous avez un endroit qui est mi-béton, mi-pelouse et vous finissez par le sable. Incroyable. Mais vous êtes en train de faire un 100 mètres. Oui, c'est vrai. Vous pensez que ce gars va être passionné de 100 mètres. Il ne sera jamais passionné. Parce que il court dans des conditions trop compliquées. Il le fait pour l'examen. Après l'examen, basta. Il ne revient plus. Donc moi, quand je vois ça, je dis oui, c'est bien. C'est d'ailleurs bien qu'on mette les pistes d'athlétisme sur tous nos stades. Oui. Mais maintenant, avant de ce produit-là, là c'est la grande scène. Où est-ce qu'on se prépare? Qui se passe en backstage, voilà. Moi, ce que je voulais déjà dire, c'est que dans la vie, il faut savoir apprécier ce qu'on a. Et quand je vois une compétition de cette envergure, dans l'atmosphère où il s'est déroulé, d'abord j'ai du mal à croire que je suis au Cameroun. Et je suis très heureux et je me dis, ce pays avance quand même. L'État a consenti beaucoup de moyens pour répondre aux exigences que nous, les sportifs, on a toujours voilà, vous êtes bien au Cameroun là. Pour revenir, Raphaël, nous sommes vraiment bien au Cameroun. Et à Japoma, ici à Douala. Vraiment, je dis merci aux autorités d'avoir permis qu'on puisse vivre ces moments parce qu'on a tellement été raillés par les autres qu'aujourd'hui on est fiers quand on voit la FIFA dire que le Cameroun peut postuler pour une Coupe du Monde sans anticiper sur on va en parler. Non, ce que je voulais revenir, c'est que là, il y a quelque chose d'exceptionnel qui est en train de se faire. J'espère, comme M. Mouyemé dit, j'espère que les présidents de fédération prennent conscience de ce qui est en train de se faire. Parce que les infrastructures sont en train d'arriver. Aujourd'hui, à Douala, à Yaoundé, on va avoir 2 gymnases. Je crois qu'il y a un projet de gymnase à Douala. On risque de se retrouver dans une situation où le football est aujourd'hui. C'est-à-dire que le football aujourd'hui est dans une situation où ils ont des infrastructures, mais les gens commencent à se demander comment ils vont faire pour organiser même un championnat crédible. Et je dis aux fédérations de sport mineur, même comme on dit toujours qu'au Cameroun, il n'y a pas de sport mineur, je dis les sports de main, qu'ils commencent à se préparer, afin que dès qu'on va leur doter de ces gymnases, qu'ils en profitent au maximum. Parce que s'il y a une chose que ce pays a d'exceptionnel, c'est la ressource humaine. En matière de sport, le Cameroun a des sportifs comme tous les pays aimeraient avoir. Regardez au volleyball. Comment, avec un peu d'organisation, comment le Cameroun est le patron du volleyball africain. Les gens ont du mal à l'imaginer, mais c'est la réalité. Le Cameroun est sur le toit du volleyball. L'année dernière, nous avons présenté 2 équipes au championnat du monde. Messieurs et dames, nos filles sont 2 fois championnes d'Afrique.
vous voyez qu'avec un peu d'organisation, on est capable de faire des choses exceptionnelles. Il faut que les autres fédérations se mettent au travail. S'ils ne savent pas faire, qu'ils demandent conseil. Vous avez des gens comme le monsieur Moïse qui sont les experts en communication, mais qui savent aussi beaucoup de choses dans le domaine de l'organisation sportive. C'est ça le problème, c'est que moi je dis, quand on ne sait pas, on demande. Hein, les Ivoiriens disent qu'on n'est pas à demander. Hein? C'est ça, vous ne savez pas faire, vous demandez à ceux qui savent, ils vous conseillent et vous avancez. Parce qu'il ne faut même pas beaucoup de moyens. Moi j'ai assisté ce week-end aux éliminatoires, comme vous allez parler tout à l'heure, votre prochain sujet de volleyball. Je me suis rendu compte qu'il ne faut pas beaucoup de moyens pour permettre aux enfants de s'épanouir un week-end. Pourquoi le volleyball arrive à faire ça et les autres fédérations, le basket dont on parle, comment ils n'arrivent pas à le faire, le handball? Comment ils n'arrivent pas à le faire? C'est quand même incroyable. On en sort attristé. C'est un problème d'hommes aussi, justement. Parce que c'est les hommes qui impulsent une énergie, une synergie par rapport à ça. Donc s'il n'y a pas des hommes qui sont compétents, il faut aussi le dire. C'est pour ça qu'on a souvent dit il y a certaines fédérations où il n'y a pas les bonnes personnes à la tête. Donc c'est ça aussi. Alors, on reste avec vous, Constantin et Todd, pour parler rapidement de Coton Sport de Garoua. Nous sommes en coupe de la Confédération. Coton Sport qui s'est qualifié pour les demi-finales et qui retrouve ce nouveau de la compétition 6 ans après. On est très fiers parce que justement, en tant que Camerounais, on souffre de voir qu'il n'y a pas, on n'a même plus d'équipe qui arrive à ce niveau-là, quoi. Parce qu'on sait qu'il y a du talent, mais maintenant, toujours, faute d'organisation et faute de management, parce qu'on prend toujours tout à la légère, tout au dernier moment. On pense que ça va se faire, non, où on va réveiller les joueurs pour dire qu'il faut pratiquer. Non, le foot, c'est plus ça, quoi. Je veux dire, ou même si on peut le faire, mais il y a des statistiques, il y a des façons, comment il faut s'entraîner, comment il faut manger, qui ont changé, qui ont évolué. Donc, il faut que les Camerounais sachent que le foot, maintenant, c'est toutes les petites précisions. Tout est précis, quoi. Et même lorsqu'on prépare une compétition, on va savoir comment il faut se préparer pour aller la gagner. Il ne faut pas la préparer pour la jouer, il faut la préparer pour la gagner. Donc, il y a tous ces petits détails qui font qu'il faut s'entourer de staff. Il faut s'entourer de staff technique, il faut s'entourer de gens qui vont communiquer, de la communication. C'est un métier, c'est une industrie, quoi. Maintenant, c'est devenu vraiment une industrie. On ne peut plus faire au hasard les choses comme on faisait avant. Parce que, bon, voilà, on a du talent, on a toujours du talent, mais maintenant, le talent ne suffit plus. Il faut vraiment se professionnaliser, quoi. D'accord. Alors, Charles, sur Coton Sport de Garoua, on sait que la qualification, ça n'a pas été facile, hein, surtout ce match retour au Sénégal le week-end dernier. Et les demi-finales s'annonce aussi tout aussi complexe puisque l'équipe camerounaise sera face le mois prochain à la JS Kabylie d'Algérie. Oui, je ne serais pas en train de faire de la récupération si je dis que j'étais très confiant après avoir vu le match aller. Quand j'ai vu le match aller, j'ai vu une équipe du Sénégal qui jouait à la victime d'injustice qui n'existait pas. Parce que quand on ne vous donne pas la pause pour le rafraîchissement, on ne l'a pas donné à Coton. C'est les deux équipes qui se sont parlé se rafraîchir, mais vous vous accrochez. Oh, on nous a donné une pause rafraîchissement en première mi-temps, mais en deuxième mi-temps, on ne nous l'a pas donné. Et moi, ce qui m'a intéressé aussi au match aller, c'est qu'ils n'ont pas encaissé de but. Oui. Le problème de Coton, pour moi, allait être psychologique au match retour. Je me suis dit, s'ils tiennent psychologiquement, parce que les Sénégalais sont fragiles mentalement. Je les ai vus à Garoua, ils ont eu un carton rouge, ils ont failli en avoir un deuxième, ils étaient un peu, ils allaient agresser l'arbitre à la fin du match relativement. Donc c'est des gars qui, psychologiquement, étaient relativement fragiles. Avec un bon discours, vous les provoquez chez eux, ils sortent du match, et vous gérez pour que l'écart ne dépasse pas un but. Et ils ont pu le faire, ils ont marqué les premiers, donc ils ont pris un ascendant, même s'ils avaient encaissé deux, ils étaient qualifiés. Je pense que le problème de certains joueurs de Coton, c'est le problème de beaucoup de nos footballeurs aujourd'hui, c'est qu'ils ont peur de mal faire quand ils sont sur le terrain. Quand tu es sur le terrain de foot, joue au foot, tu ne peux pas avoir joué le chan. Et tu te retrouves à avoir peur d'amortir le ballon, de faire un contrôle orienté parce que tu te dis, on est en train de me voir à la télé, si je loupe mon contrôle, qu'est-ce qu'on va dire? Non, il faut franchir un palier.
C'est-à-dire qu'à une certaine époque, quand on convoquait un joueur de club en sélection nationale une seule fois, quand il revient, il n'est plus le même. Ouais. En club. Ce n'est plus la même personne. Vous le ressentez. C'est-à-dire que quand ce gars revient de la sélection nationale, il a une confiance en lui qui est telle que... Voilà, tout de suite. Vous dites, ce gars-là, c'est qui? On vous dit non, on l'a convoqué dernièrement à l'équipe nationale. C'est Coton a les ficelles aujourd'hui. Oui. Pour passer même les demi-finales. Parce que l'équipe de Denis Lavagne qu'ils vont affronter, là, elle n'est pas spéciale. Très honnêtement, elle n'est pas spéciale. Ils n'ont même joué, non? Ils ont déjà joué 2 fois. Ils ont été battus, mais pas sur des scores étriqués, 1-0, c'est tout. C'est-à-dire que s'ils prennent de la confiance, je pense que avec un peu de haine, ils peuvent passer. Ils peuvent passer. Moi, c'est tout ce jeu mental, hein, de mon point de vue. Et là, ils sont en train de jouer le championnat maintenant. Ils vont accumuler un certain nombre de matchs amicaux. Donc, ils ne pourront pas dire qu'ils ne sont pas en jambes. Maintenant, c'est le discours des entraîneurs par rapport à ces footballeurs-là qui, parfois, ont peur de l'enjeu d'un match. Et c'est pour ça que, parfois, il faut faire venir même les anciens internationaux pour leur parler, pour leur dire que voici le match que je joue ici. Si vous saviez d'où je sortais pour jouer comme ça, c'est que je me suis gonflé mentalement, voici ce que j'ai fait, etc. Il faut qu'on arrive à ça. Et très honnêtement, je ne suis pas pessimiste pour Coton pour l'instant. Je ne suis pas spécialement inquiet. Et surtout que l'entraîneur, on le connaît. On connaît Denis Lavagne. Donc ça doit être un match de gueule. Et un match de gueule, il faut sortir les trucs pour aller plus loin. Oui, Emmanuel, dernière réaction sur cette question. Moi, je félicite le Coton Sport, mais je continue aussi à dire que bon, peut-être ça commence à changer, mais c'est aussi l'arbre qui cache la forêt. Puisque si on regarde, le Cameroun n'a pas eu de championnat depuis un bout. Coton Sport est largement au-dessus des autres clubs. Combien de clubs camerounais peuvent réaliser cette performance? Je ne pense pas qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas de club camerounais. Donc, Coton Sport, c'est comme s'il y avait une équipe camerounaise qui joue au championnat de Côte d'Ivoire ou en 3e division française. Et les autres sont des équipes qui jouent au championnat régional. Donc, il y a Coton Sport, il y a les autres. Il y a Coton Sport et les autres, il faut dire vrai. Tout simplement parce que non seulement il n'y a pas eu de championnat, les équipes souffrent. Coton Sport a bénéficié des stages à Yaoundé, partout, des matchs amicaux. Mais je dis que c'est toujours l'arbre qui cache la forêt. Est-ce que honnêtement, c'est vrai que Coton Sport, ce n'est pas une surprise parce qu'on les voit évoluer depuis des années, comme disait monsieur, mais ils ont la capacité. Mais franchement, est-ce que c'est comme ça qu'on doit fonctionner? Est-ce qu'une équipe camerounaise, 6 ans après, se retrouve à ce niveau, encore plus Coton Sport? Combien d'équipes camerounaises, depuis 20 ans, ont atteint seulement les quarts de finale? Le deuxième tour. Le deuxième tour. C'est des questions à se poser. C'est vrai, nous sommes tous contents de la qualification de Coton Sport. Mais entre nous, quand on se regarde dans les yeux, il n'y a pas eu de championnat, il n'y a pas eu d'action et on est là. Tout à l'heure, comme au basket, Fab se retrouve là. Alors, moi, c'est des questions que je me pose. Je félicite, hein, j'encourage, mais c'est pas ça. Dans la même veine que M. Mabouan Kessak, je félicite Coton. Mais comme il disait aussi également, Coton est la seule équipe qu'on peut considérer comme semi-pro au Cameroun. Ils ont des infrastructures, ils ont des bons budgets, ils ont un suivi médical, ils ont un staff administratif. C'est une équipe semi-professionnelle. Ils ont un bus. Ils ont les moyens. Alors, combien d'autres équipes, à part Coton, ont cette structure? Il n'y en a pas. Et c'est ce que je m'évertue à dire sur tous les plateaux télé. Je disais, au Cameroun, il y a beaucoup d'argent qui est gaspillé à tort et à travers pour des futilités. Je crois que nous avons les moyens de mettre 10 clubs avec le statut de Coton Sport sur pied, sans que l'État n'ait même besoin de sortir l'argent de ses caisses. Que les gens nous demandent comment faire, on va leur dire. Vous savez, il ne faut pas qu'on ait peur de le dire. Le football, même le basket ou le volley de haut niveau, c'est une affaire de moyens. Mais les moyens, il faut avoir des stratégies pour savoir où
les trouver. Vous ne pouvez pas avoir une belle équipe de football aujourd'hui si vous ne mettez pas les moyens. Ouais. Vous ne pouvez pas mettre une organisation professionnelle si vous n'avez pas les moyens, parce que les médecins, les kinés, les préparateurs physiques, tous ces gens-là, il faut les payer. Et ces gens vont dans les clubs sérieux. Le savoir-faire, il y en a. Les médecins, les kinés, les bons entraîneurs au Cameroun, on en trouve. Les bons managers, on peut même recruter des gens sortis de l'ENAM. On dit, OK, tu es sorti de l'ENAM, bon, c'est bien, mais nous, on va te prendre comme administrateur de notre club. C'est des choses qui peuvent se faire. Quand les gens regardent le tout-puissant Mazembe, le tout-puissant Mazembe est devenu un club puissant, pourquoi? Mais parce qu'à un moment, il y a eu un deal entre Moïse Katumbi et M. Kabila qui lui a permis d'avoir beaucoup de moyens qu'il a mis à la disposition de son club. Mais malheureusement, je dis aussi, il y a aussi les Camerounais qui ont beaucoup d'argent, mais ils préfèrent acheter les appartements à Monaco, à Londres, à New York. Alors que s'ils prenaient simplement un peu de tout ce qu'ils ont, au lieu de tout mettre pour acheter des appartements à New York, ils mettaient un peu seulement pour l'épanouissement de la jeunesse. Je pense qu'on aurait des clubs dans toutes les régions du Cameroun qui seraient capables de faire ce que Coton fait aujourd'hui. Mais à l'époque, il faut quand même qu'on se rappelle, nous sommes nostalgiques. Quand vous voyez le football camerounais se portait bien, était au toit de l'Afrique. Mais c'est parce que le président Idio à l'époque avait mis un système qui faisait que les joueurs des clubs de toutes les régions étaient salariés des sociétés d'État. Donc les gars avaient un statut de professionnel, ils se consacraient uniquement à s'entraîner, à faire des performances. À la fin du mois, vous avez le salaire. Mais comment vous allez demander aujourd'hui à un joueur à qui on dit qu'il est professionnel et qu'on vous dise qu'il a un salaire de 30 000? Est-ce qu'à Douala, vous pouvez payer même une chambre avec 35 000 de salaire? Soyons sérieux. On connaît des joueurs qui sont même mariés, qui ont des femmes avec des enfants, qui habitent dans les chambres. Comment vous pouvez demander à un monsieur de venir à l'entraînement, être performant, quand à la maison, son enfant n'a même pas de quoi manger? Et donc je crois qu'il faut tout revoir à la base. L'État a déjà fait le maximum en mettant en place des infrastructures. Maintenant, il faut que l'État se fasse accompagner par des gens qui savent comment faire. On va leur expliquer où trouver de l'argent, comment exploiter cet argent, comment le mettre à la disposition des clubs afin qu'ils se structurent pour que ces infrastructures qui ont été mises en place soient exploitées. Parce que dès le moment où on va avoir un championnat sérieux, vous avez les télévisions qui vont venir. Et dès le moment où il y a les télévisions qui vont venir, les sponsors vont venir. Et in fine, l'État n'aura même plus besoin. Au contraire, même l'État peut tirer des dividendes. Bien sûr. Ils vont tirer. Oui, l'État va tirer des dividendes de son investissement. Parce qu'il y aura assez d'argent pour tout le monde. Donc aujourd'hui, il faut que les gens appellent ceux qui savent faire. Vous avez des experts qui peuvent expliquer à l'État même comment on fait en France, comment les clubs en France se gèrent. Moi, je vais prendre un exemple simple. À Saint-Étienne, que je connais bien, vous êtes une entreprise, vous voulez faire des marchés dans la région, que ce soit dans les travaux publics. Si vous n'êtes pas allé mettre une pièce dans le club, vous impose. On n'a même pas besoin de vous imposer. Vous-même, vous comprenez que si vous n'allez pas être sponsor des verts, vous n'allez jamais gagner un marché. Et puis même, c'est l'image, puisque c'est le club phare. Non, laissons même le côté image. Là, on parle de business. Parce que notamment, quand vous allez payer, on va vous mettre les effigies de votre entreprise au stade, tout le monde va venir, va voir. Mais derrière cette histoire-là, il y a les marchés. Et c'est ce que je me suis dit. Au Cameroun, le Cameroun est un pays en chantier. Vous avez des multinationales qui font des marchés énormes ici. Prenons l'exemple d'Arab Contractor dont on vient de parler. Arab Contractor gagne des marchés à hauteur de dizaines de milliards. Mais ils financent leur Arab Contractor en Égypte. Comment ça se fait que personne ne leur a demandé comme écoutez, pendant qu'on y est, il y a aussi des clubs au Cameroun qui ont besoin d'être financés. Participer à l'épanouissement de la jeunesse camerounaise. Puisque vous travaillez au Cameroun, vous faites de l'argent au Cameroun. Sponsorisez une équipe de football. Au lieu de renvoyer tous les dividendes en Égypte, pour sponsoriser votre équipe de football, en plus qui vient nous taper. Hein? Encore qu'avec 0%, 1 million d'euros. Voilà. Et on peut aller plus loin. L'État du Cameroun, sur le plan fiscal, a mis des dispositions qui font que quand une entreprise investit 10 millions, il les récupère fiscalement. Donc en réalité, ils ne perdent pas. Ils ne perdent pas de l'argent. Mais à un moment donné, il faut que quelqu'un, si les gens ne veulent pas le faire. Mais Raphaël, est-ce que ce n'est pas aussi la faute des présidents, cette loi du chef de l'État qui autorise, si vous sponsorisez une équipe, vous avez des trucs. C'est au président des clubs, comme tu disais tout à l'heure, que
on doit aller chercher. Personne n'utilise cette loi, ce décret, personne. Il faut qu'il y ait aller chercher. Il faut qu'il y ait de l'intérêt, Emmanuel. C'est-à-dire que le foot, le sport en général, il y a le côté spectacle. Il faut que le spectacle soit attrayant. Vous pensez bien qu'il parle de multinationales. Il y en a qui font venir des rappeurs ici à 300 millions. Voilà. Des gars qui font le rap. Ils font un spectacle de 2 heures. De 2 heures, ils gagnent 300 millions. Ça veut dire que ce n'est pas un problème. C'est pas un problème d'argent. De fiscalité même. C'est-à-dire que c'est l'intérêt qui va. C'est l'intérêt. Ils se disent que je fais venir le Dadjou là ici. Ben, je fais 10 000 personnes à la base Elf, quand elle existait. Ils préfèrent avoir 10 000 jeunes qui vont venir à son spectacle. Ils donnent 300 millions aux rappeurs, mais il va les récupérer. Mais je suis d'accord avec vous, mais M. Mabouan-Kissak, la réalité c'est que si on a une fédération qui est organisée, elle va travailler directement avec l'administration fiscale. L'administration fiscale va leur donner le fichier des grandes entreprises, les plus gros contributeurs. Vous les démarchez. Vous savez, pour que nous on se retrouve au volleyball, moi j'ai été démarché par les employés de la FECA Volley. Ils m'ont démarché. Ils m'ont même harcelé, je vais vous dire. Ah ça, je sais, Serge Abouem ne désigne pas sur moi. J'avais des coups de fil de la FECA Volley à 1h du matin. Il ne s'amuse pas. Oui, mais dans le foot, ce n'est pas faute de démarches qui n'ont pas de sponsor. Hein. Non, parce que regardez combien de fois le général Seming s'est fait recevoir, même par le GICAM. Ils sont venus expliquer au GICAM, il y avait toutes les entreprises. Mais le problème, non, je dis que le problème c'est l'intérêt. Et tout à l'heure, vous avez parlé de désordre. C'est-à-dire que j'associe mon nom à quoi? Oui. À des gens qui se tapent dessus tout le matin, midi et soir. Il y a des qui sont devant les micros tous les jours. Il faut déjà assainir le milieu. Et quand le spectacle se joue hors Covid, là maintenant la bonne raison c'est Covid, mais quand il n'y a pas Covid, il y a combien de spectateurs au stade? Canon tourné au stade militaire, vous ne faites pas le plein? Monsieur Mouye, mais je suis très d'accord avec vous. Je pense qu'il y a un problème de stratégie. Il y a un problème de stratégie. Je vais vous prendre un exemple. Si moi je suis président du Canon. Mais le volleyball a fait comment? Oui, c'est là où je vais venir. Vous savez, la première personne qui m'a contacté pour le volleyball, ce n'est pas le président Serge Abouem qui est un grand frère. C'est Emmanuel Bankolo qui l'a envoyé parce qu'il savait que Emmanuel Bankolo, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'affection. Donc c'est là où je vais dire que la stratégie, si moi je suis président de fédération de club, le petit bémol que je mets au volley, c'est que ça marche peut-être bien, très bien, équipe nationale, etc. Mais moi, je suis à Douala, le volley se joue. Oui, mais on en parle dans un instant. Le temps de conclure. On conclut sur. Ça, c'est un autre sujet. On va parler tout de suite. On conclut sur Coton Sport de Garoua. Constantin, un mot par rapport quand même à cette qualification et surtout aussi ces demi-finales qui arrivent. Non, ben on espère que maintenant ils vont prendre confiance en eux, comme on disait, et que le Cameroun, les Camerounais, ils ont du talent. Ça, c'est indéniable. Maintenant, c'est comme je dis, tout est question de préparation, tout est question d'encadrement, et je pense qu'on peut très bien se qualifier face à la JS Kabylie, qui est peut-être une équipe très technique, mais nous, on peut allier la technique et le physique. Et donc, vous n'êtes pas inquiet, un peu comme Charles là? Voilà, je pense vraiment que si mentalement, ils sont préparés, qu'ils ont confiance en eux. Avec tous les matchs qu'ils sont en train de faire, ils peuvent vraiment prendre le dessus parce que les Algériens, ils sont toujours un football vif et technique par rapport aux Camerounais qui ont un football technique et physique. Et les Algériens, dans l'ensemble, ils n'aiment pas trop le physique par rapport à ce que nous, on connaît, quoi. Donc, c'est sur ça qu'il faut jouer, quoi. C'est ça aussi la petite tactique qu'on peut leur mettre, quoi. Vous savez, l'exemple de Zidane, quoi, je veux dire, très très fort, mais après, des fois, il pète les plombs, comme on peut dire, quoi. Ce qu'il faut, voilà, que les joueurs des pays des Maghreb sont très vicieux. Voilà. Vous voulez réagir, Clément? Non, oui. D'accord. Merci bien. Ce sera l'essentiel de la première partie de cette émission. On parle tout de suite de volleyball dans le débat avec
les éliminatoires de la Coupe du Cameroun de cette discipline qui ont démarré le week-end dernier. C'était du côté de Yaoundé, dont de vendredi à dimanche, plusieurs équipes en dames et en messieurs se sont affrontées sur le parquet du gymnase de l'École nationale supérieure des travaux publics, comme on peut le voir ici à l'image. À l'issue de cette étape, Bafia Évolution Volleyball, FAP, Club et Foulane Volleyball et Nyon Ekele se sont qualifiés pour les demi-finales chez les dames. En messieurs, Cameroun Sport, FAP, Port Autonome de Douala Volleyball et TGV de Macaque Volleyball ont arraché aussi leur ticket qualificatif pour les demi-finales. On va rapidement vous proposer de suivre quelques réactions, notamment celle de Charles Mandeng, qui est le président de TGV Volleyball de Macaque, suivi de celle de l'ex-volleyeur Patrice Ndakiboulet, aujourd'hui entraîneur de Port Autonome Volleyball. On regarde. Être dans le dernier carré de la Coupe du Cameroun, c'est un exploit pour nous. Vraiment, c'est pour moi le lieu de féliciter les garçons parce qu'ils ont été merveilleux. Ils ont été merveilleux. Vraiment, je pense qu'en demi-finale, nous allons rencontrer FAP, une grande équipe, mais nous allons nous battre pour jouer, pour aller en finale. Notre force, c'est qu'on a une équipe jeune, très jeune, avec les joueurs de l'équipe nationale cadette. Nous pensons que pendant les 2 semaines, nous allons travailler. Nous allons travailler le système technique et autres et nous allons vraiment jouer ce jeu. Je voudrais tout d'abord féliciter les joueurs. Ils ont fait preuve de beaucoup de courage. Surtout ceux qui sont en sélection, qui ont travaillé ces dernières semaines matin et soir. Et ils ont pu quand même donner le meilleur d'eux-mêmes. J'ai été obligé de changer. Et je suis très fier de ce qu'ils ont pu accomplir aujourd'hui. Ouais, l'envie, il y a d'abord l'envie de gagner, l'envie de jouer la demi-finale. Et donc on avait à cœur d'atteindre d'abord cet objectif qui est atteint. Maintenant on va essayer de se concentrer sur les prochains matchs. On avait envie de se dire, de prendre plaisir parce que après la Tunisie, il y avait un petit sentiment de regret, surtout le dernier match qu'on aurait pu être terminé 5e. Donc je pense que les joueurs aujourd'hui ils ont su corriger le tir. Au moment où on est content du match, on va profiter un peu de ces sensations-là de public. Je pense que le public était content, qui était présent était content, ceux qui regardaient à la maison également. Clément, vous avez regardé quand même ces éliminatoires de la Coupe du Cameroun de volleyball le week-end dernier. Qu'est-ce que vous avez pensé du niveau de la compétition ? Alors comme ça l'a été dit, moi je suis basketteur, pas volleyeur, mais j'ai eu la chance d'assister à quelques matchs de volleyball en France, jusqu'au niveau régional, ce qui constitue quand même un bon niveau. Et là, ce que j'ai vu à Yaoundé le week-end dernier, c'était un tout autre niveau. J'ai trouvé ça bien supérieur à ce que j'avais pu voir en France. Ce qui m'a étonné le plus, c'était vraiment la dimension athlétique et la force de ces jeunes. Et donc vraiment, j'ai été agréablement surpris par le spectacle proposé. Et au-delà même de l'aspect sportif, tout ce qui y avait autour, l'organisation, la façon dont se déroulait, même l'état d'esprit global de la compétition, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment bien. Et c'était vraiment une très bonne expérience. Et on se félicite aujourd'hui avec Raphaël de sponsoriser le volley. Par exemple, moi j'ai pratiqué le basketball à Douala l'année dernière. Donc pendant 3 mois, j'ai pris une licence avant de rentrer en France pour cause de crise sanitaire. Ah, d'accord. Et sur 5 matchs qui étaient programmés, il y en a eu 4 qui ont été annulés par des manquements au niveau de l'organisation, des manquements au niveau du calendrier, etc., etc. Et là, j'ai vraiment assisté à une belle compétition et avec un niveau de jeu vraiment, vraiment extra. Donc, j'étais très content de cette expérience et je retournerai les voir pour sûr. D'accord. C'est la même lecture aussi, Raphaël, par rapport à ces éliminatoires? Alors, je vais simplement féliciter la Fédération camerounaise de volleyball qui fait des efforts exceptionnels pour permettre aux jeunes qui ont choisi pour discipline le volleyball. On regrette parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, la seule fédération, à part le football, en cette période de crise sanitaire, qui essaie encore de faire tourner son activité sur le plan sportif, c'est le volley. Et moi, j'exhorte les autres fédérations à essayer de copier parce que vraiment, quand on voit le bonheur des enfants, même quand ils ont perdu, le bonheur, le plaisir de participer, de s'épanouir, vraiment, ça n'a pas de prix.
qu'on reste les bras croisés sans rien faire, c'est un peu criminel. Donc il faut qu'on s'investisse parce que on peut tous faire, et dans toutes les fédérations, ce que le volley est en train de faire. On a assisté à un week-end de sport de haut niveau où on a vu des enfants défendre leur couleur avec bravoure. Notre équipe Bafia Volleyball, monsieur, a été battue par Port de Douala. Je félicite Port de Douala parce qu'ils ont une équipe jeune comme Bafia Volleyball, ce qui nous rassure que l'avenir au niveau de cette discipline est assuré. Mais on a vu des enfants qui ont un état d'esprit exceptionnel. Et on est triste que les autres fédérations ne permettent pas aux enfants de laisser paraître leurs émotions. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Les enfants s'épanouissent, même intellectuellement, quand ils sont très épanouis sportivement. Vous allez demander à tous les éducateurs, ils vont vous dire que habituellement, les enfants, contrairement à ce qu'on pense, qui ont les meilleures notes à l'école, c'est ceux qui excellent dans le sport. Donc on a tout intérêt à accompagner nos jeunes dans toutes les disciplines, à s'épanouir. Aujourd'hui, le fait que beaucoup de fédérations sont inactives, on a beaucoup de jeunes qui sombrent dans l'alcool, la drogue, et c'est dommage parce que chaque fois que vous voyez un jeune homme qui sombre dans l'alcool et la drogue, vous vous dites, voilà un enfant qui pouvait être un international en football, en volley, en handball, en basket. Donc, mettons nos jeunes au sport. Occupons nos jeunes à travers les activités sportives. Consacrons notre temps parce que l'avenir de ce pays, c'est la jeunesse. On ne peut pas laisser notre jeunesse sombrer dans l'oisiveté, l'alcoolisme et la drogue. C'est un crime. Et c'est pour ça que nous autres, quelles que soient nos occupations, on consacre maintenant un peu de notre temps à la jeunesse. Moi, j'avais une réunion hier soir, mais j'ai pris sur moi d'arriver en retard à ma réunion, mais j'ai tenu à aller voir les filles de Bafia Volleyball à l'entraînement. Et quand j'ai vu la joie qu'elles ont exprimée à la fin de l'entraînement, quand on leur a tendu à chacune un petit billet, je me suis dit c'est la meilleure chose que j'ai faite de ma journée. Donc nous tous... mais vous les sponsors, oui, Charles. Je pense que vous devez être extrêmement dur et rigoureux envers la fédération. Parce que vous savez qu'aucune fédération aujourd'hui, je ne sais même plus combien d'années dure une Olympiade au Cameroun. Tout à fait. Quelle est la fédération du Cameroun? C'est un gros débat. Quelle est la fédération du Cameroun aujourd'hui qui est en règle par rapport aux Olympiades de 4 ans? Aucune. Alors, quand vous les sponsorisez, vous les bichonnez. Vous devez pouvoir leur dire, messieurs, vous voyez avec votre ministère, parce que nous n'allons pas continuer à vous sponsoriser sans qu'on sache quelle est la durée d'une Olympiade dans votre pays, finalement. Les Jeux Olympiques, c'est là. Aucune élection n'est annoncée, rien du tout. Les fédérations, bon an, mal an, on avance. Et puis, comme je dis, quand je regarde les noms, je suis sûr que les gens qui sont devant leur télé, ils se demandent, ah bon, ces gars-là, ces filles-là s'entraînent vraiment à Ezeka? Est-ce le cas, par exemple, pour provoquer l'adhésion de la population de cette petite ville qui a besoin de vivre également? Mais est-ce qu'il y a même un bon terrain de volley là-bas? J'en suis pas certain. Vous savez certainement mieux que moi. Mais je veux dire que c'est une bonne idée d'avoir les macaques, les bafias, les nyong ekele. Mais il faut faire en sorte que les sportifs se préparent effectivement sur ces lieux. Parce qu'il y va du développement. Il y a peut-être des pépites à Ezeka, réellement. Il y a peut-être, quand les états généraux du sport ont été organisés ici, j'étais dans la salle, il y avait des professeurs de sport, d'EPS, qui disaient, par exemple, dans le MBAM, les gens sont très grands de taille. Et qu'il faut commencer à regarder ça. C'est-à-dire, si au MBAM, les gens sont très grands de taille, est-ce que ce n'est pas là-bas qu'il faut mettre la première école de volley et de basket? Si au littoral, les gens ont plutôt les muscles courts, est-ce que ce n'est pas des sprinteurs? Si au Grand Nord, etc., etc. Eux, les spécialistes, ils en avaient parlé. Mais depuis,
on ne sent pas qu'il y a un développement qui va dans ce sens-là. C'est pour ça que je dis, c'est bien, mais il faut parfois dire à ces fédérations, ok, c'est bien, il y a un bon début, vous travaillez, mais nous sommes sponsors. Nous ne voulons pas associer notre nom à quelque chose qui n'est pas programmé. Parce que vous avez des comptes à rendre au niveau de votre entreprise. Mais quand vous sponsorisez quelqu'un qui est président, ou tout un bureau qui est là depuis 8 ans, 9, ils ne savent même plus quand ça se termine, ils ne savent pas. Ils sont à la merci des gars du ministère parce que c'est eux qui vont fixer la date des élections. Et donc, vous avez une compétition, le gars vient et on dit qu'il est régisseur, c'est lui qui tient l'argent, vous êtes président de la fédération. Il y a ce genre de pratique. C'est parce que vous ne vous sentez pas légitime. Il faut donner la légitimité aux fédérations pour qu'on commence à voir un petit peu plus clair. Mais si elles sont accrochées à des cadres du ministère, des fonctionnaires, qui leur disent, tu t'amuses, on organise des élections, hein, bon, ça va, c'est bon, là. Et puis, ils se plient. Non. Makeda, vous savez, si j'ai accepté de venir à votre émission, c'est parce que j'avais un message personnel à faire passer. Vous savez, ça fait 22 ans que je vis en France. Et j'ai été coupé de mes racines. Et depuis 7 ans que je travaille pour la Société Negri, je viens au moins une semaine tous les mois au Cameroun. Et je suis souvent allé dans l'Umbam. Et chaque fois que je suis arrivé à Bafia, qui est une ville mythique, j'ai été attristé de voir à quel point les jeunes sont abandonnés à eux-mêmes. Quand on essaye de faire un peu, de jeter un coup d'œil sur le rétroviseur de l'histoire sportive de notre pays, le département du Mbam a donné les meilleurs sportifs que ce pays ait pu connaître sur toutes les disciplines. Mais vous arrivez à Bafia, il n'y a aucune infrastructure qui peut vous rappeler que ce département a donné des sportifs de très haut niveau à notre pays. Si on parle de football, vous allez voir les Mabouan Kessa qui est devant moi, vous allez voir les Thomas Nkono, hein? Je vais parler des Beb Solo, les Dang Dagobert. Vraiment, la liste, elle est longue. On parle au volley, Alain Dengissi. Hein? J'en passe au basket. Mais Bafia est sinistré, les jeunes sombres dans l'alcool, la drogue. Ouais. C'est un fait. Vous arrivez à Bafia maintenant, vous arrivez au centre-ville, vous allez voir des jeunes qui sont là qui. Oh, ces jeunes, on peut les occuper. Et c'est pour ça que quand le président Yakana m'a proposé de venir l'aider, j'ai accepté parce que je me suis dit, on va se servir de cette expérience-là pour démontrer à nos aînés qu'il y a quelque chose qu'ils ont raté. Parce que je peux vous assurer que chaque jeune s'identifie à quelqu'un, à quelque chose. Et quand vous arrivez à un point où vous ne donnez plus de quoi rêver à la jeunesse, elle sombre. Et je disais donc au président Yakana que nous allons tout faire pour que les filles gagnent la finale de la Coupe du Cameroun et qu'on amène ce trophée à Bafia, qu'on aille le présenter à la jeunesse, qu'on fasse le tour des lycées et collèges, des écoles même, pour dire aux enfants, faites le sport. Ça, c'est la Coupe du Cameroun. À travers cette discipline, même si vous êtes de famille pauvre, le volleyball, le handball, le football peut vous payer l'école. Nous sommes issus du milieu sportif. Grâce au sport, nous sommes arrivés en France. Le handball, qui ne paye pas des millions comme le football, mais au moins nous payait l'école. Aujourd'hui, moi je suis directeur d'une multinationale. Clément Delaplace est mon collaborateur. Lui, il a fait la meilleure école de commerce de France. Moi, j'ai fait une école de journalisme à Avignon. C'est le handball qui me l'a payé. Donc, je veux dire que le sport est un vrai facteur de développement et d'ascension sociale. Nous devons utiliser le créneau par lequel nous sommes passés et où nous avons réussi pour permettre aujourd'hui à nos cadets de recommencer à rêver. Parce que quand les enfants commencent à sombrer dans la drogue et l'alcool, c'est qu'ils n'ont plus quelque chose qui les fasse rêver. Et moi, mon objectif, ce que je voudrais apporter à mon département d'origine, c'est le rêve à la jeunesse. En faisant quoi? En mettant une structure professionnelle. Je veux dire quoi? On va recruter 2 ou 3 joueurs de très haut niveau
qui vont permettre que quand on dit Bafia Volleyball joue, les gens ne viennent pas seulement pour voir les Camerounais qui jouent à Bafia Volleyball, mais pour voir peut-être des Brésiliens qui sont arrivés. Je vous assure, on a eu une séance de travail, ça ne coûte pas grand-chose. Ça va peut-être vous surprendre, ça ne coûte pas grand-chose. Mais à un moment donné, il faut que quelqu'un montre l'exemple. Vous savez, à une époque ici à Douala, vous aviez un joueur qu'on appelait Yoko Jacques. L'équipe s'appelait, je crois, il jouait c'était à Makam. Makam, oui. Volleyball, si je ne me trompe pas. Merci, nous écoute ce soir, Yoko. Mais les gens venaient au stade pour voir Yoko Jacques. Les gens venaient au Cansonnel, pour voir Alain Denguessi, pour voir Balas. Et au handball, les gens venaient voir les Mbit, les Ndjok André, les Jolis Ndjok, qui étaient les patrons du handball. Comme les gens venaient au stade voir les François Mambik. Je crois que nous devons aujourd'hui commencer à réfléchir pour redonner du rêve à nos jeunes. Parce que c'est le rêve qui a permis à ce que nous soyons ce qu'on est aujourd'hui. Le seul problème avec votre idée de trophée, c'est que vous ne saurez même pas quand vous le remettez. Alors là, vous faites tout pour me casser le moral. Non. Bah, mais au-delà de ça aussi... Il faut attendre la finale de foot du Cameroun. Bien sûr, c'est comme ça se passe toujours. Qui est fixée par le cabinet civil pour qu'on remette tous les trophées. Donc, il va falloir... Non, l'idée pour nous... On finit toujours par remettre. Non, l'idée pour nous, c'est qu'on va attirer déjà toutes les élites. On va attirer toutes les élites du MBAM. On va commencer par le volley et puis on va étendre à d'autres disciplines. Notamment, Mabouan sera déjà invité pour les demi-finales que les filles de Bafia Volleyball vont jouer le week-end du 5. Merci. Après, on va venir au foot. Au foot, et vous disiez, je vous invite au foot. Vous disiez tout à l'heure, Charles, vous avez un regret, c'est que la ville de Douala, on ne parle pas beaucoup de volley ici. Oui, on n'en parle pas beaucoup. Oui. Il faut le dire. Eux, ils sont mal placés parce qu'ils sont sponsors. Mais il y a eu de grosses querelles au volley. Il faut l'admettre. Où le littoral est apparu comme la ligue régionale frondeuse et elle a été sanctionnée. Cette ligue régionale. Et aujourd'hui, le volley ne se joue quasiment pas à Douala. Sauf si je me trompe, moi je suis un peu le sport. Sincèrement, vous avez rarement un communiqué qui vous dit attention, il y a un match de volley qui se joue à tel endroit, etc. Parce que j'ai l'impression que les positions sont restées figées. Les gars du littoral, ils ne veulent pas composer. Ils attendent certainement les prochaines élections. Et comme l'Olympiade ne finit plus de finir, ils sont dans une situation d'expectative comme ça. Et la fédération au niveau central fonctionne. Mais le littoral qui est un vivier, parce qu'il faut le dire. Parce que quand vous prenez le nombre de jeunes scolarisés dans le littoral, très honnêtement, c'est un vivier phénoménal pour ce type de sport. Il a cité les Yoko, les Gérard, Sadé, etc. Il y avait un kyriel de volleyeurs et de volleyeuses à Douala. Je crois qu'il faut que le volley se joue dans cette ville. C'est-à-dire, il est difficile de penser que le volley peut se faire avec le littoral décroché. Il faut le remettre en place. La preuve ce week-end, Port de Douala a battu Bafia Volleyball à messieurs. Oui, mais moi je suis allé à un tournoi à l'école publique. Vous savez où on joue au volley? Ici, les jeunes jouent au volley. Allez voir l'école publique. Mais Madame Akeda, pour la petite histoire, moi je peux vous raconter une anecdote. Ce qui est dommage, je partage votre point de vue, ce qui est dommage, vraiment, sans aucun parti pris. Parce que moi, je plaide pour l'épanouissement de la jeunesse. Je ne suis pas là pour défendre des individus. Je dis, quand on est des adultes, on est des pères d'enfants, nous tous qui sommes ici, on a des enfants. Quand on arrive à un point où, parce qu'on a un problème personnel avec X, on prend toute une jeunesse en otage, c'est criminel. Moi, j'ai assisté, je suis arrivé de Paris, j'ai été invité par la fédération en tant que sponsor à venir assister à un week-end où il devait faire un gala de volley. Il y a des individus qui ont décidé que, parce qu'ils ne s'entendent pas au programme fédé, le volley ne se joue pas à Douala. Ils ont même fait venir la police, la gendarmerie, qui est venue interdire que la compétition se joue. J'ai dit, vraiment, il faut qu'on soit sérieux.
on est tous des pères de famille? Est-ce que parce qu'on a des problèmes personnels? Parce qu'en réalité, quand vous regardez ces histoires, c'est des problèmes de personnes, d'adultes. Qu'est-ce que les enfants ont à voir dans les problèmes d'adultes? Si vous voulez récupérer la fédération, attendez, comme vous dites, que le ministère lance la période de campagne. Mais permettez aux enfants de jouer. Comment les gens peuvent se comporter à un point où ils interdisent que le volley se joue à Douala parce qu'ils disent qu'ils ne sont pas d'accord avec la fédération? Qui ils prennent en otage? C'est M. Serge Abouem? Non, ce n'est pas Serge Abouem qu'ils prennent en otage. Ils prennent les enfants du littoral dont vous parlez, qui ont tant de talent et qu'on prive de s'exprimer. Et c'est ce que moi je déplore. Je dis aux gens, sachons garder raison. On peut ne pas être d'accord avec la fédération centrale, mais permettons à nos enfants de nous épanouir. Mais moi ce que je pourrais vous demander, si je me permettais, vous en tant que sponsor, vous avez forcément un moyen de pression sur la fédération. Et c'est la fédération centrale qui doit s'asseoir avec ses ligues et dire, les littorales là, quel est le problème? Comment on peut le régler? Parce que vous savez qu'à Douala, ici, à un moment donné, il y avait même 2 sièges. Oui. Vous vous souvenez, le littoral a choisi son siège. Et puis, la fédération centrale arrive prendre notre siège pour la ligue régionale. La ligue régionale du littoral seule avait 2 sièges. Ce genre de problème. Vous, en tant que sponsor, dites au président de la fédération, humilie-toi à la limite. C'est-à-dire que, viens, je vous prends au mot. Vois les gars du littoral, si c'est des injustices qui ont été commises. Parce que moi, j'ai entendu des choses. J'ai même fait un plateau avec le président de la fédération où j'ai dû lui dire, quand j'ai entendu leur débat, qu'il ne peut pas prendre des décisions au-dessus de l'Assemblée générale. C'est-à-dire quand l'Assemblée générale a décidé, lui, il ne peut pas modifier. Or, ce que les gars du littoral disaient, c'est que lui, il a modifié les décisions de l'Assemblée générale, par exemple. Il a démis des gens élus. Alors que c'est des gens qui sont élus et on ne les démet pas sur un... Donc je dis qu'il y a certainement des choses qui ne vont pas de part et d'autre. Ce genre, à ce moment-là, le sponsor peut dire, écoutez, moi, je suis sur la corde de raid, si vous ne vous entendez pas, moi je pars. Asseyez-vous, réglez le problème, parce que c'est des problèmes que vous avez identifiés comme étant des problèmes d'ego. Ma banque, ça va vous dire que c'est la même chose au foot? Au football, tout à fait. Et ça, ce n'est pas des problèmes d'ego au foot. C'est pareil. Moi, je vous prendrai... S'il y a une fédération ici où il n'y a pas de problème d'ego. Tout, c'est des problèmes d'ego. Je vous prendrai au mot en vous disant que nous, en tant que sponsors, et moi, en tant qu'ancien sportif, connaissant un peu ce qui se passe, moi, je suis prêt à jouer au médiateur. Si ceux qui se considèrent comme frondeurs, qui empêchent aux jeunes de jouer au volley à Douala, me sollicitent pour jouer les médiateurs avec le président Africa Volley, ça me ferait plaisir de le faire. Et si ce n'est pas le cas? Parce que quand sur le raisonnement de Charles, c'est bon, pourquoi ne pas aller aussi vers ceux-là? Bien sûr. Et parce que quand je regarde les images, quand je regarde les interviews, je vois votre logo tout de suite. Oui. Ça veut dire que vous êtes présent. En ce moment-là, n'attendez pas. Oui, le problème, c'est que je ne connais pas les interlocuteurs. Surtout quand vous avez identifié les problèmes comme étant des problèmes d'ego, ils ne viendront pas vers vous. Dites au président national, quand on est au sommet, il faut savoir s'humilier pour faire avancer sa discipline. Parce que c'est ça le problème. Le volley doit avancer. Nous avons été champions d'Afrique. Nous sommes. Nous sommes champions d'Afrique de volley et on a de très beaux joueurs de volley au Cameroun. De toutes les générations, on a toujours... Je viens de voir Ndakim Boulet ici. C'est des gars qui faisaient plaisir à regarder dans l'esprit. Mais ce que vous faites aujourd'hui, il est entraîneur. Le Cameroun a la meilleure joueuse du championnat de France. Voilà. À la personne de Mouma. Par exemple. Voilà, meilleur joueur du championnat de France. Vous avez vu le championnat d'Afrique de volley ici, nous étions tous accrochés. Tout à fait. Exceptionnel. Donc, ne laissez pas la fédération aller à volo alors que vous la sponsorisez. Frappez du poing sur la table parce que vous avez de l'ascendant. En tant que sponsor, ils doivent vous écouter. Et vous leur dites, asseyez-vous, réglez ces petits problèmes. C'est tous parfois même des anciens volleyeurs. Le message est passé. Les gens sont là, ils sont le message est passé. Le message est passé. D'accord, on va évidemment poursuivre cette émission. Connaissant M. Serge Abouem, je pense qu'il nous regarde d'ailleurs. Avec... oui, Emmanuel.
déjà, on le félicite déjà pour ce qu'il fait pour le volleyball. Moi, j'ai été au commencement de cette révolte du volleyball à BSR Dragon. Il y a eu des luttes d'abord pour qu'il arrive là. Et bon, Dieu merci. Aujourd'hui, on parle du volleyball du Cameroun partout. C'est une réussite d'ailleurs. Même nous, les footballeurs, nous sommes un peu, je peux dire, jaloux, admiratifs, parce qu'il y a une programmation, il y a la base, il y a les équipes juniors, les championnats se jouent à tous les niveaux. Je pense que le foot est en train d'imiter, puisque le football jeune a commencé au Cameroun. Donc, on félicite et je pense que s'il nous écoute, il a écouté Charles, il a écouté le sponsor. Il faut que le volleyball se joue à Douala. Le volleyball va se jouer à Douala. Parce que Douala est un vivier de talent. D'accord. Oui, d'accord. On va donc évoluer avec la dernière thématique de ce soir en rapport avec les préparatifs de la Coupe d'Afrique des Nations de football prévue en janvier prochain ici même au Cameroun. Il y a une mission d'inspection de la Confédération africaine de football soutenue par la FIFA qui est dans nos murs depuis quelques jours. Cette mission, comme on peut le voir sur ces images, était aujourd'hui même, ce mercredi, dans la cité économique Douala pour visiter les différentes infrastructures retenues dans le cadre de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. On a une image là du stade Japoma et de bien d'autres. Mais avant aussi l'étape de Douala, la mission CAF s'est rendue entre autres, là c'est le stade Olembe. On peut voir on revient sur les images Eric Ngando qui a su la réalisation par rapport au stade d'Olembe. Question de voir un peu comment ça se présente en ce moment. Voilà. Pour ce qui est du stade d'Olembe, actuellement, la mission CAF qui était là-bas. Et voilà, peut-être Charles, un petit commentaire là-dessus, sur ce stade. Beaucoup de polémiques. Moi, je pense que la CAF ne nous met plus assez de pression. Parce que nous travaillons sous pression. Vous savez, les gens ont beaucoup insulté Ahmad au Cameroun, mais il nous a beaucoup aidé. Beaucoup. Il a blessé notre orgueil quand il a dit que même pour une canne à 4, on ne peut pas organiser. Ça dit que notre orgueil a été touché et ça nous a permis d'avancer. Notre amour propre. Mais là, ce qui m'embête, c'est que la CAF nous donne jusqu'à octobre pour terminer le stade. Ça veut dire qu'on a la CAN. Parce que ce n'est pas en octobre que la CAF va décider de changer de pays pour une compétition qui se joue en janvier. Et ça nous enlève la pression. De toute façon, c'est que là, on l'a. Vous aurez souhaité qu'on continue de maintenir la pression sur le Cameroun. Pour le tirage au sort, là, nous, on veut avoir les noms des stades. Vous avez dit match d'ouverture à Olembe. Allons voir, parce que nous, avant de faire le tirage, il faut qu'on s'assure qu'on peut jouer au foot à Olembe. On aurait mis... Parce que ce stade-là, on a importé tout le béton et tout ça. Même les poutres ont été importées d'Italie. Parce qu'on voulait aller vite. Mais comment se fait-il que ce soit celui qui est à la traîne par rapport à Douala et tout ça, où on a fabriqué les choses localement? Donc moi, je pense qu'il y a un déficit de pression en ce moment. Et maintenant, on envoie toujours les mêmes personnes. C'est Anthony Bafoué qui revient à chaque fois. On a une idée aussi également de Garoua. Voilà, il a pris ses habitudes au Cameroun, il a déjà des amitiés. Donc, je ne suis pas certain qu'on a encore une forte pression de la CAF. Et ça, j'ai bien peur. Sachant comment nous travaillons, si vous ne nous mettez pas une forte pression, dès que la mission s'en va, on enlève les engins, on attend un peu, on dit on n'a pas l'argent là, attendez un peu, la moitié des ouvriers est rentrée chez vous. Vraiment, vous savez que la dette intérieure, même a fait ci, a fait ça. Et puis le jour où on annonce une autre visite, mais je dis, on peut organiser une CAN, même la semaine prochaine. Ça, en camerounais, il faut l'admettre, Olembe ou pas. On a assez de stades aujourd'hui pour faire une CAN. Surtout que j'ai l'impression que le cahier de charges de la CAF a été revu à la baisse, si je m'en tiens au CHAN, que nous avons pu faire disputer. Donc,
ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est qu'on ait assez de pression sur les gens qui exécutent les chantiers pour les faire aboutir. Je dis bien aboutir. Oui. Et ça, au Lembe, ça commence à être une épine. C'est un boulet qu'on commence à traîner. Je ne sais pas ce qui se passe. Ça fait 10 ans qu'on fait ce stade. Ouais. Je ne sais pas pourquoi il ne se termine pas. On parle d'argent. Après, on dit qu'il y a de l'argent. Et puis, vous ne voyez pas le travail avancer. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais il faut qu'il y ait suffisamment de pression. Mais elle ne viendra plus de la CAF, malheureusement. Parce qu'elle-même, elle a de gros problèmes d'organisation en son sein. On fait des élections comme on a pu les faire. Moi, je ne suis plus inquiet. Je sais qu'on organisera la CAN. La seule chose qui m'inquiète, c'est une bonne nouvelle, ça. C'est le coronavirus. Non, je suis plus inquiet. C'est une bonne nouvelle. Je dis que même la semaine prochaine, vous programmez la CAN, elle peut se jouer. Très honnêtement. Le seul problème, c'est le coronavirus qui va nous empêcher encore d'aller au stade parce que l'expérience du CHAN, peut-être qu'on va être plus rigoureux sur le public encore, parce qu'avec les vagues, les deuxièmes vagues, les troisièmes vagues, les quatrièmes vagues, est-ce qu'on ne va pas descendre plus bas? Est-ce qu'on a les vagues comme plus bas que les 25%? Non, je parle comme les gens du ministère qui passent les vagues. Peut-être qu'avec un peu de chance, peut-être que comme le vaccin, il y a maintenant des vaccins et que les gens se font vacciner, les contaminations sont en train de baisser partout. On pense que d'ici la CAN, le corona sera peut-être derrière nous. Pas totalement, mais au moins, on pourra permettre aux gens de circuler, d'aller. Parce que c'est ça, avec tout ce que le Cameroun a investi, si les Camerounais n'ont pas la possibilité d'aller profiter de ces infrastructures, comme on a vu les gens heureux au stade de Japoma, ça serait un peu dommage. Donc nous prions Dieu que les gens puissent pouvoir aller profiter de ces ancêtres. Et surtout qu'il n'y ait pas de restrictions pour nos superstars. Parce que vous savez bien que si faut prévenir. Le coronavirus ne s'en va pas, il y a des clubs qui vont être réticents à libérer les joueurs pour venir au Cameroun. C'est pour ça qu'on parlait de plan B, on n'a pas de plan B. Donc, plan B peut faire quoi? Si demain la CAN se joue et que les clubs européens ne donnent pas tous leurs joueurs, on a eu le cas contre le Rwanda et d'autres trucs, qu'est-ce qu'on a prévu? Rien. À l'époque, on faisait des regroupements des joueurs locaux. Et puis, à la fin, on faisait venir des professionnels qui venaient s'ajouter. On avait au minimum 7-8 joueurs locaux qui pouvaient tenir. Moi, je prends mon exemple, quand je joue la Coupe du Monde, il y a 11 amateurs, 11 professionnels. Et c'est pour ça que moi, j'insiste de savoir où en est-on avec l'équipe du Cameroun actuelle. Parce qu'ils ont joué 8 matchs, ils ont joué les matchs qu'ils ont joués. Dans la tête, c'est un match amical. Le Cameroun vient de jouer des matchs sans pression. Un match amical reste un match amical. On ne joue pas pour la qualification. Où en est-on avec l'équipe du Cameroun aujourd'hui? Est-ce qu'on a une équipe type? Est-ce qu'on a des joueurs capables de gagner la CAN? Je sais que c'est la problématique. Est-ce que votre entraîneur est la personne qu'il faut, à la place qu'il faut? C'est des questions qu'il faut se poser. Ici, on parle au Cameroun. C'est pas tard quand même pour... On commence à nous parler. Non, c'est pas tard. C'est pas tard. On commence à nous parler de moi, je vois pas. Il faut changer d'entraîneur. Non, je ne demande pas de changer. On ne doit pas nous surprendre comme au CHAN. On ne doit pas nous surprendre comme au CHAN. C'est-à-dire que les Camerounais, c'est avec le mal au cœur que je suis en train de dire qu'on avait mal. On avait la peine à voir notre équipe jouer après un an de stage. Et nous sommes en train, nous venons de faire 2 matchs catastrophiques. On ne nous rend pas compte, on continue à nous dire que non, la conférence de presse, on doit... C'est comme le stade. Moi, comme je dis, je félicite à Madame. On doit mettre la pression. La pression existe au football. La pression existe. Où en est-on avec l'équipe du Cameroun? Quelle est l'équipe type à peu près qui va jouer? On ne connaît pas. On vient d'expérimenter plus de 60 joueurs. Est-ce qu'on doit encore tâtonner jusqu'à ce moment? Moi, on regarde les travaux, mais l'équipe du Cameroun, on est où avec l'équipe du Cameroun? Elle vaut quoi en ce moment? Qui joue là-dedans? Quel est le plan de jeu qu'on va nous proposer? On doit savoir. On doit savoir. Le peuple camerounais doit savoir où on est avec l'équipe du Cameroun. Oui, on a des stades. On a tout comme au CHAN, la grosse honte. On est arrivé en demi-finale, oui. Avec quel jeu? On ne veut plus vivre ça, on ne veut plus vivre 72. On n'a jamais gagné une compétition aussi. Sortons au moins avec la tête haute
peut-être en finale ou en demi-finale. Est-ce que l'équipe du Cameroun aujourd'hui est capable d'amener cette équipe là, ce point-là? Est-ce qu'ils ont cette capacité-là? Makeda, vous semblez dubitatif, hein, non, moi je suis clair, j'ai des doutes et je pense que pour une fois je reste pessimiste. Makeda, moi je pense que à ce sujet, j'ai été consultant pour le match des Lions à la CRTV sans leur faire la publicité. Et j'avais proposé que le ministre des Sports, à la fin de cette phase éliminatoire où le Cameroun était en amical, qu'il réunisse sa direction technique, qu'ils évaluent le travail de cet entraîneur. Parce que on avait encore un peu de temps. Et il y avait encore le temps de tirer des conclusions, soit positives, soit négatives. Mais en tout cas, il faut faire le bilan de tous les matchs que les Lions ont joués. Vous savez que la direction technique n'intervient pas au niveau de l'équipe Fagnon. Mais c'est ça le problème. D'après nos textes. Oui, mais qui évalue donc la sélection du Cameroun? Qui évalue la sélection du Cameroun? C'est les politiques. Ok. J'ai l'impression. Enfin, moi, je me suis dit donc que les experts qui sont au ministère des Sports, autour du ministre, devaient prendre tous les matchs qu'a livré Conceição en tant qu'entraîneur, du premier au dernier. Regarder, évaluer, comme disait Mabouan Kissak, est-ce qu'il y a eu évolution sur le plan du jeu, sur le plan tactique, sur le plan technique, sur la philosophie du jeu. Au bout de 5-6 matchs, vous pouvez voir l'évolution d'une équipe, vous pouvez voir la patte de l'entraîneur. En tout cas, moi, pour avoir vu tous les matchs des Lions là, je peux vous dire qu'aujourd'hui, je ne retiens rien. Mais le problème aussi, c'est que peut-être qu'on a les stades, on n'a plus les joueurs. C'est ça aussi le problème. Parce qu'avant, la génération qu'on avait avant, il y avait des joueurs dans tous les grands clubs, on avait des joueurs. Maintenant, on est obligé de les chercher. Donc, du coup, il fait quoi? Il doit travailler. Oui, mais il doit travailler. J'aurais pu être d'accord avec vous, mais sauf qu'il y a quelqu'un qui est venu nous faire mentir. Oui. Il y a quelqu'un qui nous a démontré que même avec des joueurs médiocres, avec un travail, une stratégie, la rigueur, la constance, on peut arriver à un résultat. Hugo Bross. Vous savez, quand les Lions allaient au Gabon, il n'y a aucun Camerounais qui avait misé une pièce sur eux. Oui, mais lui, il avait, quand vous discutez avec les gens, il avait une méthode. Mais il a fait les éliminatoires sans défaite. Il est sorti premier de son groupe avec encore 2 matchs où il pouvait perdre et aller au Gabon. Et arrivé au Gabon, vous savez qu'on n'avait pas d'attaquant, il a fait confiance aux gens comme les Ditambé. Il est resté dans ça, il a gagné sa Coupe d'Afrique. Et même s'il avait perdu cette Coupe d'Afrique, les Camerounais étaient fiers de voir leur équipe se battre, avoir une stratégie de jeu. Mais là aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous propose? Qui évalue cet entraîneur? Qui évalue cette équipe? C'est la question que je me pose. Oui, mais Emmanuel, on peut le dire après coup parce qu'on a gagné la CAN. Mais admettons que même au Gabon, quand on commence la CAN... Oui, mais il y avait des... Moi, je me rappelle sans publicité, j'avais dit... Nous étions tous très critiques. Non, moi... Parce que c'est Ondoa qui nous... Non. Il y avait une logique. Mais sauf que là, il avait une logique. Il avait une logique dans son équipe. Oui, c'est ça. Et c'est plus critique. Cette équipe du Gabon a fait les éliminatoires. Mais pas avec les mêmes joueurs qu'au Gabon. Oui, c'est ça le problème. Le problème, c'est que il a eu la force, le courage d'éliminer le capitaine, les stars de l'équipe. Les mettre sur le banc de touche. Certains sur le banc de touche. Et quand parfois les a ramenés, un homme comme Bien n'était même pas là. Non, un homme comme Bien, il avait écarté après le match de Limbé. Oui, et d'autres ne sont pas venus. C'est-à-dire qu'il faut quand même que l'équipe actuelle, honnêtement, comme il vient de dire, ne nous voilons pas la face, on a un problème de niveau de talent à l'équipe nationale. Ça suppose que le sélectionneur travaille un peu plus. Oui. C'est toujours, on revient... Non, on est d'accord. On est d'accord que si tu as des joueurs moyens, qu'est-ce que tu fais? Tu fais des... Absolument. Tu utilises le matériel. Mais sauf que la patte de l'entraîneur ne la voit pas sur cette... Tu peux avoir... Regardez les listes. Il y a des chevaux de retour, vous vous demandez pourquoi ils sont de retour.
Et on les fait venir. Pourquoi on appelle tel qui joue en Arabie Saoudite et pas tel autre qui joue au Qatar? On appelle celui-ci qui joue en Lettonie, on n'appelle pas l'autre qui joue en Belgique. Tel n'a pas de temps de jeu. Parfois, c'est pas logique. Donc il n'y a pas de logique, il n'y a pas de transparence dans cette démarche. Voilà. Comment tu peux ne pas expliquer? Ça va être difficile. C'est-à-dire qu'il n'est pas en face de la presse pour dire comme on fait partout. Pour justifier de ses choix. Quand il a fait ses choix, j'ai pris tel, j'ai tel. Quand le gars de l'Allemagne, il fait ses il vient devant la presse pour dire pourquoi j'ai pris ce envoie une liste comme ça. Pourquoi je prends ce gamin. On publie sur Internet. Je ne refuse pas. Tu peux faire des joueurs moyens avec des joueurs moyens, une grande équipe. Oui, bien sûr. Il suffit de travailler. Bien sûr. De travailler, je travaille. L'entraîneur, sélectionneur ne tâtonne pas. Il sillonne le pays, sillonne l'extérieur et il sélectionne. Il n'est pas là pour... Il compare et dit, voici le meilleur. On prend les meilleurs dans une équipe nationale. On prend les meilleurs dans une équipe nationale. On ne dit pas que je sélectionne 36 joueurs et je viens les voir ici. Quand on t'appelle la sélection, ça veut dire qu'on a déjà vu tes qualités, quantifié tout et on te sélectionne. Tu viens maintenant prête pour jouer. Maintenant, je ne refuse pas qu'on n'a pas de grands joueurs. Il y a quand même des résultats, c'est vrai. Mais maintenant, avec le peu qu'on a, plus les amateurs, qu'est-ce qu'on en fait? Constatant Oui, mais pour moi aussi, le problème, on parle du sélectionneur, mais est-ce que le sélectionneur a les mains libres? Oui. Non. Parce que justement, il y a il est libre de ses choix. Oui, mais il faut se dire les vérités. On lui impose aussi des joueurs. Donc, mais ce qui n'est pas sélectionneur, si on t'impose des joueurs, ce que tu n'as pas de personnalité, si on m'impose un joueur, c'est que je manque de personnalité. Non, mais la preuve, c'est qu'on dit qu'il y a des joueurs qui viennent du Qatar, il y a des joueurs qu'on ne connaît pas. Mais c'est lui qui les sélectionne, c'est lui le responsable de l'équipe. À la fin, c'est lui qui le sélectionne. C'est lui le responsable, c'est lui qui signe les listes. On le conseille. Objectivement, moi je peux essayer d'apporter. Vous voulez peut-être justifier un peu ce qu'on voit Constantin. Alors, dans ce genre de contexte, on fait quoi? Madame Akeda, moi je peux répondre à cette question. Je crois que si on compare le ministre des Sports actuel et les précédents ministres des Sports, M. Mouyemé ne va pas me démentir, qui était très impliqué dans le foot parce qu'ils s'y connaissaient un peu, ils flottaient avec les clubs. Et ils avaient même des relations dans le monde du football. On savait jusqu'à quel niveau ils pouvaient interférer dans le travail du sélectionneur. Et je pense que, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, ce ministre des Sports n'était pas très impliqué parce que ce n'est pas son environnement. Et heureusement encore. Donc, si l'entraîneur est sérieux, il a de quoi faire parce qu'il a un ministre. Oui, mais les interférences ne viennent pas que du ministre. Non, il est là. Non, c'est vrai. Même à la présidence, vous le savez. Vous êtes d'accord avec Constantin alors sur ce point? Non, mais une fois que tu as signé la liste, tu es responsable de tes résultats. On a vu des entraîneurs refuser des joueurs ici. Je peux donner des exemples avec Hugo Bross. Mais comme dit Emmanuel Mabouan, quand vous assumez, vous assumez. Vous assumez. Il assume. Et récemment, son agent de liaison a dit que ce sont ses choix à lui. On ne lui impose rien. Oui, il a dit. Un gars sérieux. Il a dit. Donc, on suppose qu'il n'y a pas d'interférence quand il assume. Il signe ses listes. Mais bien sûr, il signe ses listes. Mais il refuse de se présenter à la presse et il refuse de rendre compte. Donc, moi, je pense que c'est quand même l'argent du contribuable, non? La raison des interférences, elle est la permanente parce qu'on sait qu'il y a des gens jusqu'à la présidence qui font sélectionner des jeunes, nous le savons tous. On les connaît, on sait que tel, il intervient sur un coup de fil, etc. Ça peut se faire. Mais, et nous savons tous que de tout temps, même à l'époque de Mabouan, le sélectionneur n'avait pas sélectionné les 22 à l'époque. Tout à fait. Il avait sélectionné peut-être 15. Je ne pense pas. Si, moi j'ai rencontré... Donnez-moi un seul exemple. Non. Je vais vous donner. En 94. Le grand exemple, c'est Roger Mila qui n'était pas... que le sélectionneur n'avait pas sélectionné, c'est venu de la présidence. Donc c'est des choses qui existent, il faut qu'on le sache. Donc comme Zidane a été présélectionné, ce n'est pas... Non, mais on parle là de Roger Mila. Non, pour Roger Mila, peut-être que c'est dans... On exagère un peu. Qui a signé la liste? Qui a fait la liste à la fin? Le coach avait le droit de dire non.
Emmanuel, si Roger Mila n'était pas performant sur ses entraînements, il s'est entraîné 1 mois avec nous. Il était parmi les meilleurs joueurs sur le terrain. Il a marqué des buts. Mais s'il était défaillant là, non, quand on dit retour, on n'a pas dit que Roger a été sélectionné. On l'a dit de revenir à l'équipe nationale et il a fait ses preuves pour aller en Coupe du Monde. S'il était défaillant, il ne serait jamais venu. On est d'accord, mais on lui a fait cette faveur. Je parle pas de on lui a fait cette faveur. Si c'est Mabouan qui dit ça, il faut le croire. Je parle pas de cette faveur. Moi, je parle pas de Roger. Vous parlez de quoi? S'il n'avait pas prouvé sur le terrain, il n'aurait jamais fait cette Coupe du Monde. Le FFD pour lequel il y a eu une marche à Yaoundé, des choses comme ça. Non, ça c'était... Moi, je parle... Ça, il faut pas... J'ai vécu oui, non, je ne veux même pas en parler. J'ai vécu cette histoire de février. Les gens disent que c'est à cause de la marche qu'il est revenu. Non, et non, et non. Non, qu'est-ce qui s'est passé alors? Je n'ai pas de favori. C'est vrai qu'on est en fin d'émission. Il a fait le stage comme tout le monde. Il a joué, il a fait tous les matchs du stage. Et on l'a vu Cameroun-Argentine, c'est lui qui... Il a fait tous les matchs du stage. Et ce même Fédécon Déclic n'a pas fait un seul match de la CAN. Moi, j'ai fait la CAN en 90. Mais pourquoi les gens ont marché? Parce qu'il a retravaillé. On n'a jamais marché pour qu'un joueur revienne à l'équipe nationale. Les gens exagèrent comme ça en disant que oui, on a marché pour tel. Le sélectionneur, nous restons Charles, un sélectionneur dans tous les pays du monde, quelle que soit la pression, c'est toi qui signes ta liste. Comme le cas Benzema. Comme le cas Benzema. Je signe ma liste. Il y a eu des pressions. Il a dit non. Il y a aussi des pressions dans des pays comme la France, où le président Sarkozy a demandé au président de la République, au président de la Fédération de démissionner. On a pris sa pression, il est parti. Le cas de Benzema, je suis sûr qu'on a aussi maintenant fait la pression pour qu'il joue. Oui, on a fait la pression, on lui a dit Deschamps, calmez-vous, monsieur. Non, Deschamps a signé sa liste. Je vous dis que pas Benzema, on lui a fait... Non, Clément n'est pas sûr. Cette pression-là, depuis, n'existait pas. Il y a eu des pressions. Oui, mais là, de nouveau, on lui a fait la pression. Deschamps qui a signé, il a pris. À l'équipe de France, il joue. Oui, mais on peut pas faire jouer. Il joue tout le temps en équipe de France. Non, mais à l'époque, quand il jouait un petit peu à Chelsea, on peut le légitimer en équipe de France. Là, ça fait 6 mois qu'il n'a pas mis un pied sur un terrain. On ne peut pas le mettre en équipe de France. Après, en numéro 9, en France, malheureusement, on ne va pas mettre la Casette. Regardez ces statistiques en équipe de France, des gens ne peuvent pas s'en passer. D'accord. Les statistiques et la forme, c'est pas la même chose. Mais il a un stage. C'est la forme. Il a un stage. Le meilleur, quand on sélectionne un joueur, quand il est le meilleur à se poster dans son pays. Voilà, merci bien Emmanuel qui estime que l'entraîneur est responsable de ses choix. Voilà. Merci bien. Si vous avez de la personnalité, vous refusez les pressions. D'accord, on est en fin d'émission, on aura l'occasion de revenir sur ce débat. La Coupe d'Afrique, on a le temps de parler de cette équipe nationale du Cameroun. Merci Raphaël Abouem, merci Clément d'être venu. Charles Mongué-Mouyeme, Constantin et Toth. On espère vous avoir sur le plateau. D'accord, c'est bon à savoir. Et Emmanuel Mabouan-Kessa, qu'on espère aussi vous avoir régulièrement ici. D'accord, merci à toute l'équipe technique, au réalisateur Yeke Ngando. On se retrouve la semaine prochaine, mesdames, messieurs. Au revoir.